Bien, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on se mette en place pour démarrer notre table ronde autour du thème du management de l'humanisme dans l'entreprise, du management humaniste. Et nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Florence Bozek, qui est DRH du Crédit Agricole. David Sussman, qui est le dirigeant de Sifoudia. Et Dominique Loridon, société Taj Mahal, qui est consultant et conférencier. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps, mais juste pour présenter un peu l'état d'esprit de cette table ronde. Elle vient clore toute une journée de projection de vidéos que les étudiants du master communication d'entreprise et conduite du changement ont réalisé pendant tout le semestre. Certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux ont travaillé 29 jours pour réaliser les vidéos. Donc cette table ronde, c'est aussi pour faire connaître ce qu'ils ont fait. Donc on va regarder quelques extraits de leurs vidéos. Les 5 thèmes qui ont été traités sont affichés là derrière, donc je ne vais pas vous les relire, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et donc le thème qui leur était donné, c'était l'humanisme dans l'entreprise. Donc ils ont traité ces vidéos avec des sous-thèmes et nos 3 intervenants réagiront à des extraits de ces vidéos. Alors, juste encore un petit point, le thème il a été choisi, pourquoi? Parce qu'il fait référence à notre devise à l'IAE Aix-Marseille qui est Empowering Humanistic Leadership. Et c'est un point de différenciation que l'on met vraiment en avant. Et à travers ces vidéos, eh bien, le souhait, c'était que les étudiants réfléchissent et aussi passent à l'action. Alors, j'en dis pas plus pour le moment. Je vous propose de commencer un tour de table. Et si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Honneur aux dames, peut-être. Florence, vous permettez que je vous appelle par le prénom? Aucun problème. Donc, bonsoir à tous, je suis Florence Bozek. Je suis la directrice des ressources humaines du Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc, nous sommes une entreprise de 2300 collaborateurs qui couvre les territoires Hautes-Alpes, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Et donc, par ailleurs, moi, j'ai un parcours qui est un parcours varié puisque j'ai fait ce qu'on appelle du commercial, du réseau de proximité spécialisé pour les grosses entreprises. J'ai fait de l'audit, j'ai fait de la direction des risques et puis aujourd'hui de la DRH. Merci. David, je peux vous appeler par le prénom aussi? Bien sûr, on peut même se tutoyer avec grand plaisir. On peut se tutoyer, très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr. Merci beaucoup et merci pour cette invitation, ce thème qui me tient à cœur, l'humanisme, et pour le partenariat que nous avons, donc Sifoudia, avec cette belle école depuis de nombreuses années. Et un petit quand même coucou à Valérie qui travaille avec nous, qui est ici présente. Voilà. Donc je suis un dirigeant d'entreprise, je suis le dirigeant ou l'un des dirigeants, je crois que tu l'es aussi, d'une entreprise donc, que j'ai créée il y a 22 ans, qui s'appelle Sifoudia, qui exporte des merveilles des océans, dit autrement des produits de la mer, dans environ 70 pays. C'est 50 000 tonnes. Cette année, ce sera tout cumulé environ 175 millions d'euros à fin mars 2019. Et nous travaillons avec une entreprise très multiculturelle. Et j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc je pourrais vous raconter un petit peu mon parcours et comment nous sommes devenus plus humanistes. Merci. Alors je pose la même question à Dominique. Est-ce que j'ai l'autorisation de tutoyer et d'utiliser le prénom? Bien sûr, Delphine. Parfait. Donc je suis Dominique Loridon. Je suis un pur produit école de commerce, donc je connais bien ce côté-là aussi. Mais je dirais pas quand. Il y a très longtemps, c'était quelques temps. Et ouais, moi, je suis un pur produit école de co, mais mon cursus, c'est avant tout les aventures humaines et les voyages. Donc j'ai rencontré beaucoup d'organisations autour de cette planète qui fonctionnent très bien. Et il se trouve que dans ces organisations humaines, l'homme est au cœur du projet. Et ça crée aussi de la richesse. Et ça fait très longtemps que j'ai la chance de croiser ces organisations qui réussissent. Donc nous allons peut-être en parler tout à l'heure.
Merci pour ces premières présentations. Alors, je vous propose d'entrer directement dans le sujet et je vais vous demander d'être assez synthétique pour cette première question. Question très simple, comment se concrétise l'humanisme? Question à Florence, pardon, dans votre banque. L'humanisme, alors c'est un vaste sujet, effectivement. Quand Delphine m'a posé la question, du coup j'ai réfléchi, je me suis dit, nous sommes une entreprise, c'est une banque, donc c'est une entreprise pour finir assez traditionnelle. Alors le Crédit Agricole, c'est ce qu'on appelle une entreprise mutualiste, donc avec des valeurs de solidarité. Pour autant, nous sommes une entreprise commerciale, donc on a une performance à faire. Donc je me suis dit, dans le quotidien, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit tout d'abord par rapport à nos collaborateurs, comment on les gère, nos 2300 collaborateurs. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est de l'accompagnement au quotidien pour les faire grandir dans leur métier, les accompagner leur mobilité, accompagner le cas échéant des situations de famille un peu compliquées. C'est une entreprise mutualiste, donc aussi solidaire pour ses clients. Et donc on a des dispositifs pour aider des clients en difficulté. Et puis une fois que j'ai dit ça de façon, j'allais dire très empirique ou très pragmatique dans le quotidien, il y a des choses plus cadrées qu'on a mis en place et assez récemment en plus. Donc c'est ce qu'on appelle des accords d'entreprise. Donc on fait des accords d'entreprise cette année sur le don de jours de congé. C'est-à-dire qu'il y a un collaborateur qui a une situation familiale compliquée, un enfant malade, tous les autres collaborateurs donnent des jours de congé pour lui permettre de s'absenter. Et l'entreprise, nous, on en rajoute. On a des accords sur le congé de solidarité familiale. Ça aussi, c'est de l'humanisme. On accompagne nos collaborateurs quand ils ont un proche en fin de vie. Donc on donne des congés supplémentaires. Voilà, il y a tout un tas d'accords qui existent, qu'on met en place. Donc on met en place un cadre, des chartes de relations professionnelles. Et puis évidemment, le mot qui va sans dire aujourd'hui, que j'aime un peu moyennement, mais c'est le bien-être au travail. Bon, ça c'est le quotidien, on en parle tous, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et là, ce sont des petites piqûres qu'on fait par du covoiturage, des applications de bien-être, etc., etc. Donc solidarité, bien-être, déjà deux mots-clés qui apparaissent. Je pose la même question à David. Comment se concrétise l'humanisme dans ton entreprise? Alors nous sommes une entreprise, d'abord, quand on parle d'humanisme, j'ai pensé au livre de Lecomte. Les entreprises humanistes ou les entrepreneurs et les entreprises humanistes qui vont changer le monde sont des entreprises qui sont humanistes, libérantes et bienveillantes. Alors moi, c'est les trois mots qui comptent quand je décris Sifoudia et notre groupe. Une entreprise humaniste, libérante, bienveillante. Et non pas libérée, hein, on reviendra là-dessus. C'était les trois mots-clés. Et donc, nous, on parle beaucoup de bonheur et de performance. Et puis, j'aime bien parler de l'économie de l'amour. Tu pourras me poser des questions là-dessus, ça me fera plaisir. Et puis, en général, ça amuse beaucoup les jeunes étudiants. On parle aussi du virage de 2008 ou de 2009, pour moi, qui a été crucial dans notre organisation, et j'ai l'impression dans le monde, finalement, avec notamment la crise. Et là, c'est le modèle de Zappos, l'entreprise du bonheur, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, qui est vraiment une référence à feuilleter rapidement sur Internet. C'est une entreprise qui vend des chaussures sur Internet aux États-Unis. Voilà. On pourra revenir dessus. Et puis, nous, on aime caractériser ça, l'humanisme, à travers ce qu'on appelait les 6 P. Alors, ce n'est pas les P que vous connaissez du marketing habituel, c'est les P de people, les gens, les humains, le P de la planète et de l'environnement, on reviendra dessus, j'ai mon t-shirt rouge, évidemment, que je vais vous montrer tout à l'heure, le P de produit, ou de ce que nous commercialisons, le P, évidemment, de profit, parce que sans profit, on ne peut pas aller loin, quelle que soit votre organisation, le P de la performance et enfin de la passion. Et donc nous, ça se caractérise par notre plan de responsabilité, notre pacte de responsabilité, nos actions de mécénat et de création de différentes fondations en poussant le 1% pour la planète ou 10% du résultat, par exemple, pour nos actions de mécénat. Voilà, j'ai fait court, mais j'ai ouvert plein de portes dont on pourra échanger un peu plus tard. Alors Dominique, tu conseilles les patrons, les managers, les entrepreneurs. Comment est-ce que les valeurs de l'humanisme sont traduites dans ton activité de conseil? Oui, c'est important ce que tu dis, Delphine.
Ma mission est d'accompagner des gens comme David et des personnes comme Florence dans leur mission. J'ai beaucoup aimé la définition de David. On parle pas d'entreprise libérée, mais d'entreprise en chemin, parce que de toute façon, le monde est suffisamment complexe, et vous-même, vous le vivez tous les jours, entre vos désirs et vos résistances, et en permanence, vous cherchez à vous libérer pour faire des actions et de construire quelque chose. Et quelque part, il y a en permanence, c'est toujours cette espèce d'accompagnement du changement. Ce changement que vous vivez tous les jours dans votre vie passe par des résistances. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Quand on travaille avec les grandes entreprises, elles vivent aussi ces résistances en permanence. Donc ma mission, c'est de faire juste l'accompagnement pour que les gens acceptent de regarder les contraintes en face et de pouvoir les gérer pour pouvoir apporter un peu plus de libération. Pour construire mon propos, je me nourris énormément de ma culture de rugby et des arts martiaux qui construisent les actions qui sont les miennes. Autrement dit, quand je parle d'humanisme, je parle aussi de commandement. Et pour donner un peu la vision, quand je parle de valeurs, prenons quelqu'un comme Nelson Mandela. Il a des valeurs magnifiques. C'est un guerrier, hein, c'est un Zoulou. Il a un charisme énorme, mais c'est aussi un commandant. Et c'est un homme qui est extrêmement exigeant dans la façon de construire la magnifique libération de l'Afrique du Sud. Le sport et le leadership, on y reviendra. Hein. Peut-être tu pourrais préciser un tout petit peu des mots-clés, des valeurs que tu mets en avant quand tu conseilles les entrepreneurs et les managers, les responsables. 3 valeurs. Pour moi, l'humanisme tel que je peux le concevoir, puisque j'associe l'idée de construire un isme, donc de construire une société nouvelle qui se dirige vers la bienveillance, comme l'a rappelé David. Je crois que la bienveillance, c'est le mot qui manque le plus au cœur des événements que nous vivons actuellement, de part et d'autre. La bienveillance, veiller au bien-être de l'autre. Fondamentalement, ce qui est au cœur de ce que peut être une humanité en marche, dans ce désir qui est le nôtre, qui est le vôtre, et vous les étudiants entre autres, vous l'exprimez souvent dans les grandes écoles, c'est avant tout l'engagement, c'est un mot important, l'engagement, la responsabilité et l'intégrité. Et autour de ces 3 mots, je pense qu'à partir de là, nous pouvons construire une société en humanité. Elle nous touche, nous, hein, ces 3 mots. Hein. Votre engagement personnel par rapport à l'autre, votre intégrité par rapport à l'homme et la femme que vous désirez d'accueillir dans votre vie, par exemple. Vous êtes des jeunes gens, des jeunes femmes. La responsabilité qui est la vôtre auprès de ceux qui vous entourent, et ça commence là, l'humanisme. Ici, dans cette école, maintenant, dans cet amphi. Merci Dominique. Alors on parle d'humanisme, on parle d'humain. Et j'aimerais maintenant qu'on a brisé la glace, qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux. Donc je vais vous poser des questions intimes. Je te laisse. Ah bah alors, si on vous laisse le micro, je vous pose la question tout de suite. Dominique, vous avez fait des choix forts dans votre vie, des choix qui montrent que vous avez voulu mettre en cohérence vos valeurs et votre mode de vie. Alors, ce n'est pas un secret, je crois que j'ai le droit de le dire. Hein, vous avez fait le choix de vivre dans des tribus nomades. Oui. Est-ce que vous nous en dire 2 mots? Oui, c'est sûr que la rencontre m'a permis de faire des choix drastiques, puisque j'ai décidé de vivre au Sahara. Voilà. Et je vis au Sahara algérien. Pas celui de la Tunisie et le Maroc. Hein. Je parle de celui d'Algérie au sud, pas très loin de la frontière malienne. Ma femme est d'origine touareg. Et j'ai décidé de faire le choix de vivre en tribu, tout en étant quand même en contact avec notre Occident, et de faire des allers-retours entre ces 2 régions. Et c'est vrai que les tribus nous apprennent à prendre des décisions dans des contraintes et des climats difficiles, où là, il y a aussi des enjeux de survie, même si on peut penser qu'en Algérie, mais pas très loin du Mali, mais je pense aussi au Niger, Nord-Mauritanie, Libye, les conditions sont difficiles à cause de la guerre qui est là depuis plus de 20 ans. Et il y a des décisions à prendre qui font en sorte que tout le monde doit être le plus en sécurité. Et ces décisions se prennent en rond. Et je me suis aperçu que les chefs de ces groupes-là, comment reconnaît-on un calife, comment reconnaît-on le cher, comment reconnaît-on le sage, c'est celui qui ferme sa gueule. C'est l'inverse de chez nous, en fait. Oui, un peu, voilà. Et il écoute énormément, et la décision ne peut être prise qu'à la satisfaction de tous. Alors c'est amusant de voir ça, que dans les peuples premiers, nous rencontrons beaucoup des cercles qui prennent une décision en rond, en écoutant l'un et l'autre. Aujourd'hui, on appelle ça sociocratie ou lacratie. Il y a plein de mots techniques que vous avez sans doute abordés en conduite du changement, qui sont très tendance en Occident, mais ça fait des millénaires que ça existe.
question à Florence sur votre vécu. On a échangé un petit peu au téléphone avant. Vous avez utilisé cette expression en parlant du Crédit Agricole, qui est à la fois une coopérative et une banque qui appartient à un grand groupe coté en bourse. Et vous avez eu cette expression de schizophrénie organisationnelle. Alors, comment est-ce que vous vivez ça et est-ce que ça peut créer à certains moments des conflits de valeurs? Oui, forcément, ça crée des conflits de valeurs. Je le disais, nous sommes une banque, nous sommes un groupe coté. Pour autant, on a ce qu'on appelle un système capital, une organisation capitalistique inversée. C'est-à-dire que ce sont les caisses régionales qui sont des banques de plein exercice. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je fais partie de la caisse Alpes-Provence, j'aurais pu travailler dans la caisse du Finistère, la caisse du nord de la France. Ce sont des entreprises complètement séparées, libres, indépendantes. Et donc, ce sont des entreprises qui sont des coopératives. Il ne faut pas oublier que le Crédit Agricole, il a été créé par des agriculteurs qui avaient besoin de crédit et qui prêtaient des sous à leurs voisins. C'est ça, une caisse de Crédit Agricole. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est vraiment de la coopérative, c'est vraiment de la solidarité. Ce n'est pas un vain mot chez nous. Pour autant, l'histoire fait que on s'est agrandi, on s'est organisé. Parce que s'il y a des financiers dans la salle, vous savez qu'on a des régulateurs financiers, donc l'autorité de contrôle prudentiel ou la Banque Centrale Européenne maintenant, qui ont besoin d'avoir aussi une tête unique. Donc nous avons ce groupe coté, dont on parle toujours, Crédit Agricole SA, et lui, c'est un groupe capitalistique, donc a besoin de rentrer de l'argent, de faire des dividendes. Donc de temps en temps, voilà, moi j'appelle ça un village gaulois, on se bat un peu. Nous, en caisse régionale, 85% de notre résultat tous les ans est gardé pour le réinvestir sur le territoire. Ça veut dire quoi, réinvestir sur le territoire? Ça veut dire vous faire des prêts, hein, tout simplement, pour que vous achetiez vos maisons, que vous montiez vos entreprises. C'est comme ça que nous, on considère notre solidarité. On ne fait pas des grands investissements ailleurs. Et puis on a un groupe capitalistique, lui, qui veut des dividendes, qui a des actionnaires. Vous êtes peut-être actionnaire, vous avez envie d'avoir des sous à la fin de l'année. Hein. Voilà. Donc comment on marie les deux? J'allais dire comme dans un village gaulois. On se bat, on discute, on finit par s'entendre. Est-ce qu'on s'écoute tout le temps? Je ne sais pas exactement. Mais on y arrive quand même. Donc voilà, on arrive à s'écouter. Est-ce qu'on a la solution unique? J'en sais rien. Mais en tout cas, nous, en caisse régionale, je rappelle à chaque fois, la caisse régionale, elle est propriétaire du groupe. C'est pour ça que j'appelle ça une pyramide inversée. En caisse régionale, on se bat très, très fort pour garder nos valeurs. Et garder nos valeurs au quotidien, je parle toujours de solidarité, mais c'est ça, c'est avec nos clients, c'est avec nos collaborateurs, c'est garder nos emplois sur place. Moi, je suis fière aujourd'hui de dire qu'on fait vivre 2300 familles ici. Bon, voilà. Ça aussi, c'est de la solidarité. Ça aussi, pour moi, c'est de l'humanisme. Je ne sais pas si ça explique tout notre groupe, parce que c'est 75 000 personnes sur le territoire et 150 au total, 150 000 au niveau mondial. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça en quelques minutes. Mais en tout cas, on se bat très fort pour garder ces valeurs. Et si on parle un peu de digital, nous, on appelle ça 100% humain, 100% digital. On ne va pas contre l'évolution. On est bien conscient que l'évolution digitale et la transformation digitale, on n'ira pas contre, on est bien obligé de faire avec, mais on essaye de garder de l'humain quand même. Et c'est pour ça qu'on garde du personnel, hein, et qu'on fait tout pour garder du personnel. On y reviendra sur le digital. Alors, David, tu m'as fait un appel du pied, si je puis dire, tout à l'heure, à revenir sur ton parcours, d'une part, et d'autre part, sur cette expression que tu as eue, l'économie de l'amour. Bon, moi je voulais réveiller un peu tout le monde dans la salle. Mais on va parler d'amour avec plaisir. Moi, je commence tous mes entretiens avec mes collaborateurs par leur dire que je les aime. Cet après-midi d'ailleurs, je réunissais une partie de notre back-office, on était une trentaine dans la salle, et je commence systématiquement par leur dire que je les aime. Et c'est super. Je veux dire, imaginez que là, bon, je ne vous connais pas, mais je vous dis que je vous aime ce soir. Vous sentez ce qui se passe? Sympa. Voilà. Donc l'humanisme, c'est ça. Tout simplement. Imagine que tous tes cours, quand tu arrives, ce que tu penses en fait, tu leur dis que tu les aimes. Alors certains me disent, il est complètement fou, on fait ça qu'avec ses familles. Moi, je pense pas. Je
Je pense qu'on passe énormément de temps tous ensemble, dans les organisations, dans les écoles. Donc on peut parler aussi d'amour, on peut parler de passion, on peut échanger. Et puis il y a différents niveaux d'amour, mais c'est pas un gros mot. Et il faut se permettre de le dire. Et je crois qu'au contraire, on s'en portera tous beaucoup mieux. Après, je voulais rebondir sur management humaniste, mythe ou réalité. Je pense que c'est une réalité et c'est une urgence. Je pense que les entreprises qui ne deviennent pas ou ne changent pas radicalement et leur business model et la façon de voir l'humanisme et traiter leur RSE en règle générale, alors je déteste ce terme RSE, donc j'appelle ça la responsabilité, vont disparaître à une vitesse extrêmement rapide. Vous-même dans la salle, vous n'irez jamais travailler dans une boîte qui ne donne pas de sens. C'est pas possible, je suis convaincu. Je prends l'exemple de Valérie ou de la plupart des jeunes qu'on a en entretien, vous voulez tous donner du sens. Donc ça, c'est le côté des D. Justement, moi, les D, les 4D, j'aime bien les 4D, ça permet de m'en souvenir. Le digital, on va revenir dessus, il y a une urgence. Le digital est là. Donc en effet, Taxi Marseillais, c'est terminé. On est passé à Uber. Pourquoi? Parce que Dédé, le Marseillais, qui avait sa vitre ouverte, sa cigarette, Europe 1 ou RTL à fond, qui nous parlait de foot et qui avait toujours sa carte bleue cassée et qui nous demandait toujours du cash, on en a eu ras-le-bol et on est content de passer à Uber, c'est évident. Mais pareil, lorsqu'on commandait, on appelait un hôtel et aujourd'hui on est ravi d'utiliser Booking. Mais pareil dans la banque. Moi, mon fils qui a 18 ans, il ne veut pas entendre parler de ma vieille banque alors qu'il y a une concurrente à vous, on peut la nommer, on est entre nous, c'est Société Générale. Il est ravi avec N26 et Revolut. Il m'en a donné tous les bienfaits. C'est lui d'ailleurs qui a changé ma vision de la banque. Donc si Crédit Agricole n'évolue pas, Crédit Agricole va disparaître. Si Sifoudia n'évolue pas, ce sera peut-être moins grave que Crédit Agricole, Sifoudia disparaîtra. Donc nous sommes, je crois, dans un paradigme extraordinaire ces dernières années qui tient à vous et qui me paraît être essentiel. Alors la bonne nouvelle, et j'en ai énormément parce que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, c'est que justement parce qu'il y a urgence et parce que vous êtes là, vous allez changer le monde. Et vous faites partie de ces nouveaux entrepreneurs qui doivent changer le monde. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a une urgence écologique, on en a parlé. Les 2 degrés, c'est acté. C'est vous qui devez construire les entreprises de demain qui sont green. Ce blue business, ce green business, c'est vous qui allez le créer. C'est vous qui allez trouver des fonds auprès d'entreprises, d'ailleurs, comme le Crédit Agricole, qui porte bien son nom, et qui financent ce type d'entreprises qui vont avoir un impact, qui seront des entreprises humanistes et qui peuvent changer ou transformer le monde, qui en a grand besoin autour de notions, notamment de l'environnement. Parce que c'est ces startups-là et c'est ces entreprises-là qui vont performer demain. Comme l'ont fait en son temps les GAFA, hein, Google, Facebook, Amazon, etc. Regardez les cycles. C'était grosso modo il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, je pense que c'est vous, donc les entrepreneurs, dans cette salle, qui allez le faire. Alors nous, on peut rebondir. Je voudrais revenir sur justement un des échanges que nous avions autour de la première entreprise la plus capitalisée aujourd'hui. C'est plus Amazon. Hein, c'était Amazon jusqu'à il y a environ un mois. Là, on vit une crise depuis cet été. La première entreprise la plus capitalisée, c'est Microsoft. Un peu plus de 800 milliards, si je ne me trompe pas, de dollars ou d'euros. Et Microsoft, ce qui est formidable, ce que j'aime beaucoup chez Microsoft, c'est Bill Gates, donc une boîte quand même qui commence à se faire vieille. Il a su se réinventer, mais sa qualité première, c'est que c'est un mécène, c'est un philanthrope. 99% de sa fortune est reversée à sa fondation, qui, comme vous le savez, a des actions extraordinaires de mécénat et de philanthropie en Afrique. Je suis sûr qu'en vous disant ça, je suis en train de vous réconcilier avec Microsoft. Moi-même, qui utilise Microsoft dans mon entreprise et toutes mes organisations, je suis heureux de payer Microsoft parce que je sais que c'est une entreprise humaniste qui a donné du sens. Et son meilleur copain, Warren Buffett, qui est dans le top 5 aussi mondial, Warren Buffett, vous en avez tous entendu parler, lui-même, alors encore plus fort, Warren Buffett, il verse 99% de sa fortune à son copain Bill Gates, dans la fondation Bill Gates. Trop fort, c'est-à-dire que lui, alors admirable, remarquable, désolé de vous dire, quand vous avez des gens comme ça, évidemment, faut acheter des actions de Warren Buffett parce que ça donne du sens. À côté de ça, Jeff Bezos chez Amazon, il a bien compris qu'il commençait à avoir énormément de grèves chez lui parce qu'au niveau social, vous en avez tous entendu parler, il ne payait pas ce qu'il fallait ses collaborateurs, il ne paye pas ses taxes dans les différents pays, etc.
retour de bâton, Amazon notamment en France baisse un peu et on voit arriver des entreprises françaises comme Darty, Fnac, etc., etc. Ils perdent un peu des parts de marché, on commence à le ressentir. Et il sera forcé d'évoluer lui aussi, sinon il va se faire rattraper justement par des entreprises qui sont plus humanistes, bienveillantes et libérantes. Voilà, donc moi, mon coup de gueule, c'est de dire que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est en train d'arriver, c'est vous qui allez avoir directement un impact, c'est vous qui devez aller sur les réseaux sociaux et de temps en temps gueuler, enfin je le dis pour la plupart des produits que vous voyez qui ne sont pas bons, allez-y, communiquez, regardez l'impact des gilets jaunes à la vitesse où c'est parti d'une personne, hein. Les gilets jaunes c'est parti au mois de mai, regardez ce qu'ils ont fait. Les gilets jaunes dans les organisations, je pense que ça peut aussi venir au Crédit Agricole ou chez Sifoudia ou dans d'autres, ça viendra probablement pas chez nous, mais ça pourrait, parce que si on ne se tient pas au carreau et qu'on ne donne pas du sens à nos propres collaborateurs, on risque de disparaître très très vite. Oui, mais tu as raison, il faut toujours se remettre en question. Et tes propos me permettent de faire maintenant le lien avec une vidéo. Je propose que Laura nous mette une vidéo d'étudiants de l'équipe qui a travaillé sur le management humaniste, précisément. Donc on va voir un extrait dans lequel ils définissent tout d'abord le management humaniste et ensuite quelques réflexions d'extrait d'interview. Le management humaniste respecte les hommes et les considère comme la plus grande richesse de l'entreprise en les plaçant au centre de l'organisation et des décisions. C'est un rassemblement d'êtres humains au service d'un bien commun, chacun ayant sa part de responsabilité. Ce type de management place le profit comme un moyen de servir ce bien commun avec de bonnes conditions de travail matérielles et relationnelles. En adoptant cette approche, on amène les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est donner pour recevoir. Un salarié heureux et épanoui qui trouve du sens dans son travail sera beaucoup plus performant et donnera davantage de lui-même. C'est un organigramme en cercle, c'est un rond. L'extérieur du cercle, c'est les coopérateurs, c'est ce qui encercle tout. Donc c'est l'Assemblée générale des coopérateurs. Et après, à l'intérieur, il y a les services. Et au milieu des services, il y a le conseil d'administration et le comité de pilotage qui est au cœur du cercle. Donc vraiment pour casser cette histoire de fonctionnement en pyramide. Et nous, on est un collectif de travail qui œuvrons dans un collectif et pas dans l'individualisme. Donc nous, tout ce qu'on veut dégager comme profit dans cette entreprise, c'est pour que ça profite à l'entreprise et puis qu'on puisse la faire s'élargir et que les gens viennent ici et qu'ils puissent trouver aussi la place. Alors on a coupé parce que les vidéos elles sont un peu longues, donc on est obligé de montrer des extraits. Ça marche ou pas? Oui. Et alors, juste avant de vous donner la parole et de vous demander de réagir sur ces extraits, vous avez remarqué qu'il y a Olivier Le Berquier en vidéo. Donc, il était prévu ce soir et puis il s'est excusé hier parce qu'il signait des contrats à Lille. Donc, c'est important pour son entreprise. Je voulais juste raconter un tout petit peu son histoire puisqu'il n'est pas là pour la raconter. Son entreprise s'appelle maintenant Scopti. Il est dirigeant de cette entreprise, coopérative. Et avant, il était leader syndicaliste. Et l'entreprise s'appelait Fralib. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire. En 2 mots, c'est une entreprise qui appartenait à Unilever. Et Unilever a décidé de délocaliser l'entreprise en Roumanie. Et les salariés se sont révoltés. Ils ont lutté pendant 1336 jours. Et à l'issue de la lutte, ils ont pu racheter et devenir des adhérents, des coopérateurs de l'entreprise, donc qui vend maintenant sous sa propre marque. Et vous avez vu, les étudiants l'ont filmé dans les magasins de l'entreprise. Donc là, ils vendent du thé, des tisanes sous la marque 1336. Donc en référence à cette lutte qu'ils ont menée longuement. Et donc je lis au téléphone Olivier Le Berquier quand je lui ai demandé concrètement par quoi ça se traduit l'humanisme chez vous. Il m'a dit par exemple, on a des mesures, on a réussi à faire perdurer l'entreprise, à sauver les emplois. Et par exemple, il y a 27 personnes qui étaient à 3 ou 4 ans de la retraite et on leur a permis de continuer leur vie professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite pour qu'ils puissent
partir et avoir la totalité de leur droit à la retraite. Donc c'est une vision vraiment centrée sur, ils appellent les camarades, et il reconnaît une limite, qui est que la survie de l'entreprise n'est toujours pas garantie, donc il est toujours dans cet équilibre difficile entre maintenir les emplois et assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà, puis il y a des problèmes marketing, effectivement, parce qu'avant, ils vendaient des thés sous la marque Éléphant qui bénéficiait d'une notoriété que n'a pas c'est la marque 1336. Juste ajouter un point aussi qui est intéressant par rapport à la question des financements. Scopti a beaucoup de difficultés à obtenir des financements, par exemple pour le projet de packaging, ils ont fait des appels aux dons. Et ils ont financé le cabinet de conseil qui les a accompagnés pour le packaging avec des dons de clients, de personnes qui adhéraient à l'histoire. C'est une belle histoire humaine. Voilà, j'en dis pas davantage. Olivier Leberquier s'excuse de ne pas être là ce soir. J'en reviens donc à nos invités ici présents. Est-ce que vous souhaitez réagir sur cette vidéo, donc le début qui présente la définition, la vision de l'humanisme de nos étudiants, et puis l'extrait d'interview d'Olivier Leberquier où il parle de cercle plutôt que de pyramide. Je vais peut-être réagir en premier. D'abord, félicitations aux étudiants, parce que je trouve que le travail il est remarquable. Donc, j'allais dire... C'est juste un teasing, c'est extraordinaire. Voilà, vous n'avez rien à envier à nos services communication, donc félicitations. Après, c'est vrai que ça va sans dire, ça va mieux en le disant. On travaille mieux quand on est heureux. Mais bien sûr, tout à l'heure on échangeait avec Dominique et on disait, on faisait le lien avec nos enfants. On sait très bien que quand on râle en permanence sur nos enfants, vous êtes encore très jeune, ça n'avance pas terrible. C'est pareil avec les employés, nos collaborateurs, nos collègues. Donc oui, on travaille mieux quand on est heureux. Après, il faut pas se leurrer, on est quand même dans le monde du travail. Voilà, avec ses contraintes, avec un cadre, avec... je pense que la plupart d'entre nous, sûrement qui sont tellement mieux que moi, mais j'allais dire, si on avait le choix, on n'irait peut-être pas le matin faire ce travail comme si, de cette façon, on ferait peut-être différemment, on ferait peut-être un petit peu autre chose. Donc le travail, il ne faut pas se leurrer, ça a des contraintes, bien entendu. Pour autant, on y passe beaucoup de temps. Donc notre responsabilité collective, à nous entrepreneurs et à vous qui allez travailler, c'est de favoriser ce jeu collectif en permanence, c'est de favoriser une ambiance qui va bien, c'est de fluidifier les relations. Et moi, je suis persuadée que c'est tout un tas de petites choses. Je vous parlais tout à l'heure d'accords qu'on passe, de cadres, de règlements, etc. Mais bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est important d'impulser ça. Après, ça nous appartient au quotidien. Enfin, moi, j'en suis persuadée. On parlait aussi, avec monsieur tout à l'heure, d'écoute, de temps à passer à écouter les autres, à essayer de comprendre les contraintes des autres. Si j'écoute l'autre, si je comprends ses contraintes, je vais réussir à résoudre mon problème plus facilement. Je vais trouver des solutions, mon travail sera plus agréable parce que j'aurai des meilleurs résultats, etc., etc. Et j'arriverai, à mon avis, dans une spirale très positive. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en réaction à ce film. Du micro. Oui, Florence a raison. En fait, c'est super complexe, le monde. Très sincèrement, c'est complexe. À mon époque, à ma génération, on parlait encore de business plan. C'était simple, le monde. On avait une vision marché, une stratégie, un mix marketing avec ce que vous apprenez, hélas, encore à l'école. Aujourd'hui, on est plutôt sur des... J'ai dit hélas, pardonnez-moi, c'est un peu une provocation, mais comme j'interviens beaucoup dans les écoles de commerce, je ne m'aperçois pas si David, tu le penses, mais il y a un écart énorme entre l'appel de ce nouveau monde... Nous, on est différents. L'IAE, c'est différent. Et la différence, peut-être, c'est la référence chez vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parlons plutôt de business model, je crois que vous connaissez le mot, et on est dans un monde hyper changeant et c'est complexe. Et comme les décisions sont compliquées dans un monde difficile, soit on se la positionne avec un leadership plutôt testostéroné, parce qu'on est encore sur du leadership masculin, où les mecs pensent qu'ils ont raison et qu'ils décident, on a plein d'exemples dans notre monde, ou effectivement on va faire un monde rond, parce que c'est tellement compliqué, que je vais demander quand même l'avis des gens autour de moi, avant de prendre ma décision, de responsable d'un projet amenant l'humain
avoir une qualité de vie, parce que ce que disait tout à l'heure Florence est super important. Si vous dirigez vers la direction entreprise, vous êtes quand même responsable, et c'est le cas de Florence, de 1200 familles. C'est-à-dire que Florence prend une décision qui tous les jours va entériner sur la qualité de vie de milliers de personnes. D'accord ? Le choix d'un licenciement est une déflagration dans un monde, dans un quartier, dans un secteur. C'est une décision terrible. Et bien cette décision, pour ma part, et en l'occurrence, quand je fais ce métier d'accompagnant des organisations, c'est que c'est l'écoute qui va me permettre de trouver une solution. C'est en écoutant le maximum de gens qui va permettre d'engager la réponse. Et ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui. Alors on parle de monde rond, on parle d'organisation, d'organisation ronde, transverse, on parle de management agile. Mais c'est même pas une question d'organisation, c'est une question de bon sens. On en a parlé, en Normand, j'ai le plaisir d'avoir Raymond Haas avec moi, qui est un des hommes qui réfléchissent depuis des années sur ce que c'est que l'intelligence collective au service d'une décision. Mon Dieu, il n'y a que du bon sens à écouter les gens autour d'une table pour prendre une décision. Et on parle néanmoins, alors tant mieux, ça permet à des cabinets de gagner de l'argent, j'en fais partie, ça permet à des entreprises de construire des machines à gaz sur l'agilité, sur l'organisation agile, sur la libération. Bon, voilà, là on est un peu dans de la philo-provoque, hein, je vous dis. Dans un club de rugby, pour gagner, on s'assoit en rond et on règle nos comptes et on parle. Et puis à un moment, le coach, il décide parce qu'il nous a écoutés. C'est que du bon sens. Voilà un exemple de ce que tu l'as souligné tout à l'heure, le management, c'est aussi du commandement. Alors, ça, c'est pas que écouter, ça fait partie, oui. Mais il n'y a pas que l'écoute. Effectivement, aussi Delphine, décider. Ce qui est important, c'est que là, tout à l'heure, je parlais un peu de nos dirigeants testostéronés, très dans le masculin, c'est même pas le masculin sacré, c'est dans le barbare, hein, où je décide, c'est moi le chef. Hein. Il y a quand même 25% des dirigeants français, tu parlais des RSE, David, qui sont encore en psychopathe. Enfin, on est sur des... C'est bien les RSE, parce que ça permet de faire des statistiques. On est en pathologie, c'est-à-dire qu'on est quand même sur du mec quinquagénaire qui dirige, qui en est encore à celui qui pisse le plus loin. On en est là, hein, et ça représente pratiquement un quart des dirigeants français. Bon, ceci étant, il y a aussi le féminin qui arrive, on en parlait tout à l'heure avec Florence, et dans les différentes organisations qui créent le changement actuellement, le féminin est très présent. Donc on arrive à ce monde rond où tout d'un coup, le féminin, c'est pas nécessairement une question d'être femme et homme, hein, c'est le féminin aussi dans l'homme qui va permettre d'accueillir l'autre, y compris accueillir le stagiaire qui ressemble à rien, cette espèce de bac pro de 18 ans qui ressemble à un footballeur du PSG qui arrive, et tout d'un coup je l'accueille, et puis je m'aperçois qu'en l'écoutant, ce gamin-là, c'est un geek absolument fabuleux, il est capable de débugger le logiciel qu'on a acheté quelques centaines de milliers d'euros en un quart d'heure, parce que le gamin, j'ai juste pris le temps d'écouter. Avec ça, je suis... On suit la démonstration. David. Bon, j'adore les vidéos. Je ne sais pas qui les a faites, mais elles sont super. Donc Valérie, il faut trouver, il faut les applaudir. Moi, je veux bien moi, je veux bien, si vous voulez, les faire suivre sur les réseaux sociaux avec plaisir, parce que je suis vraiment en phase avec la première et la deuxième. Je ne connais pas Olivier, mais j'aime beaucoup le concept des scopes qui évidemment existent. Alors malheureusement, il y en a trop peu en France, ça ne se développe pas assez. Mais c'est un formidable concept. Alors, sur le deuxième thème des scopes, pour moi, en effet, les organisations sont en train d'évoluer. Alors, non pas, elles ne tendent pas vers devenir scopes, elles sont en train de devenir des B Corp, des Benefits Corporation. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un phénomène qui vient principalement de Californie, d'Amérique, il y a une vingtaine d'années. Une entreprise que vous connaissez bien, qui est B Corp par exemple, c'est Patagonia. Vous savez, la marque de vêtements responsable. Et en fait, il y a énormément de B Corp en Amérique. Il y en a désormais de plus en plus en France. Ce n'est pas une mode. Et à mon avis, quelque chose d'extraordinaire qui a eu lieu, c'est Danone, qui a décidé depuis l'année dernière, avec son formidable dirigeant qu'il faut suivre, il s'appelle Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, donc, avec le conseil d'administration, a transformé Danone en B Corp. Alors, devenir B Corp, c'est un engagement réel, sérieux, puisqu'on se transforme, on n'est pas une SA ou une SAS, on devient une entreprise qui met le RSE au cœur du business. Ça veut dire qu'on va rendre des comptes à ses clients, fournisseurs, partenaires, de ce que nous faisons au niveau de l'environnement, au niveau sociétal, au niveau environnemental. Et ça, c'est absolument énorme. Et je pense qu'une société comme la nôtre, Sifudia, n'aura pas le choix, si on veut survivre dans les 2, 3, 5 ans, que de devenir B Corp. Très probablement une entreprise comme le Crédit Agricole aussi. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez vivre, c'est sûr et certain. Donc Valérie, au travail, parce que B Corp, nous le deviendrons probablement très rapidement.
Ensuite, je pensais au rond versus carré. Moi, je suis assez d'accord avec toi, il faut penser rond, il ne faut pas penser carré. Et d'ailleurs, les arts martiaux, c'est formidable parce que quand vous êtes attaqué, ça ne sert à rien de prendre les gens en frontal de toute façon. Donc, penser rond, c'est le général là qui parle, mais tu as bien raison. Donc, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup chez Sifoudia. Ensuite, au niveau de l'organisation, évidemment, le monde n'est plus pyramidal. Alors, j'aime bien dire chez Sifoudia, évidemment, j'en suis le fondateur. Ça fait 22 ans que j'y suis, je suis PDG. Bon, ce serait très facile, je pourrais dire à tout le monde, écoute, tu m'écoutes, d'accord, et c'est moi qui ai raison, d'accord. Ça ne marche plus comme ça, c'est pas possible, c'est l'inverse. Le dirigeant est désormais au service de ses collaborateurs. Nous devenons coachs, nous sommes gardiens du temple, nous sommes gardiens des valeurs. Nous sommes là pour inspirer avec vous et ensuite vous aider et vous faire grandir. C'est ça le nouveau rôle des dirigeants d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un nouveau peut-être paradigme qui est aussi en train d'arriver, mais les dirigeants sont en train de s'en rendre compte rapidement. Soit ils changent, soit ils ne garderont pas les collaborateurs. Alors, Raymond et d'autres, à travers GERM ou APM, font grandir les dirigeants. Hein. Moi-même, je suis formé depuis plus de 10 ans, donc je retourne à l'école, comme vous, tous les mois, dans une formation qui s'appelle APM, donc pour la formation des dirigeants. Et en fait, sortir de l'école, ça veut tout dire, sauf arrêter d'étudier et d'apprendre. Au contraire, pour moi, c'est un nouveau départ. Vous allez devoir apprendre et grandir encore plus vite que tout ce qu'on vous a appris ici. L'avantage, c'est que vous allez l'appliquer, mais ensuite, le week-end, le soir, vous allez devoir apprendre et grandir encore plus. Donc, c'est le début d'un grand départ. Je peux continuer quelques minutes ? Ensuite, mes inspirations personnelles. Et quand on parlait de déclic. Donc moi, à l'âge de 16 ans, je voulais monter ma première boîte. 18 ans, je l'ai montée. Voilà, c'était simple, c'était mon idée. D'autres vont surfer. Moi, c'était monter ma boîte et je l'ai montée. C'était une boîte dans le commerce international. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Vous allez souvent vous tromper. Moi, je me suis souvent trompé. Donc aujourd'hui, mon histoire est belle. On me retrouve souvent dans les journaux. Mais je peux vous assurer qu'un dirigeant, il se trompe très, très, très souvent. Voilà. Et celui qui ne se trompe pas, il vous raconte des salades, des mensonges. L'important, c'est de se tromper un peu moins que de réussir. Voilà. Et ça vous permet de tenir. Mais c'est une longue, belle aventure. Et vraiment, je vous encourage tous à monter des entreprises si ça vous fait rêver ou d'échanger d'ailleurs avec moi avec plaisir là-dessus. Il y a une dizaine d'années, moi, j'ai eu un déclic. C'était au Canada. J'ai rencontré des Inuits. Comme je voyage dans le monde entier, je passe une semaine sur 2 à me déplacer dans le monde entier. C'est ma passion. J'ai toujours rêvé de travailler avec la planète entière. Et là, comme je leur disais encore aujourd'hui, il nous manque quand même notre prochain marché. Je veux absolument qu'on mange du homard ou des huîtres dans la Space Shuttle là-haut, dans l'espace. Et puis ensuite, évidemment, l'objectif, c'est d'accompagner Elon Musk sur Mars. Parce qu'Elon Musk, il va même falloir qu'il mange quelque chose, d'accord ? Et c'est là où nous, avec notre aquaculture multitrophique de nos poissons, on sera présents. Mais il y a 10 ans, donc, le déclic que j'ai eu personnel, ça a été lié à l'environnement. J'ai vu cet Inuit qui me parlait de l'herbe, en fait, et qui me disait David, regarde, il y a de l'herbe désormais dans le Labrador, alors qu'ils n'avaient jamais vu au nord du Canada de l'herbe. Ils avaient vu que de la glace jusqu'à maintenant. Et ils vivaient ce fameux réchauffement climatique. En même temps, c'était Al Gore qui sortait son documentaire et je me suis dit, mais ok, je ne suis pas né écologiste, j'ai grandi à Marseille, sauf que je peux vous garantir, quand j'étais petit, même période, on portait des gants et un bonnet. Aujourd'hui, regardez la température globale qu'on a. Le réchauffement climatique est présent et donc je me suis rendu compte qu'il fallait absolument faire quelque chose pour l'écologie. À mon propre niveau, et ensuite, et je vous le répète, à votre propre niveau. C'est l'histoire de la grenouille verte. Vous savez, la grenouille verte que vous mettez dans une casserole d'eau froide, il ne se passe rien. Si vous la mettez dans une casserole d'eau bouillante, poup, elle va sauter. Là, ce qui est en train de se passer, c'est une casserole d'eau froide qui est en train de réchauffer tranquillement, sauf qu'on va tous mourir parce que ce réchauffement climatique, il a lieu. C'est réel et sérieux, et l'impact sur les océans, personnellement, je le vis tous les jours. Donc je voulais vous parler de ça parce que pour moi, ça a été le déclic. Et du coup, en rentrant, oui, je me suis dit qu'il faudrait mieux que j'achète quand même une voiture électrique ou hybride. Il faudrait mieux que j'utilise peut-être un peu moins de gasoil. Quel impact je pourrais avoir pour moins de CO2 ? Je commence à changer ma vie. On a interdit, par exemple, les bouteilles d'eau, voilà, et le plastique chez Sifoudia. Enfin, on tend vers l'interdire. On a réduit nos déchets. On a encouragé à avoir un potager à la maison. On paye désormais nos collaborateurs qui viennent en vélo ou en trottinette au bureau. Voilà, c'est toutes ces petites actions, je pense, que les entreprises, les organisations commencent à mener, qui sont importantes. Mais le déclic, ça ne vient pas des organisations. Le déclic, il vient de vous individuellement. Il est venu de moi, qui ensuite en ai parlé, et puis les gens dans notre entreprise se sont réunis et il y a eu un déclic. Je rêve, d'ailleurs je l'ai déjà dit, qu'à l'IAE, il y ait un déclic.
Parce qu'avoir encore des bouteilles en plastique ici, c'est pas normal. Et vous les jeunes ici, vous devriez pas être d'accord avec ça. C'est pas normal. Vous devriez travailler sur votre... que vous ne soyez pas mort de soif pendant la table ronde. Non, mais j'aurais bien aimé voir... On a eu ce déclic, puisque voilà, tu en j'aurais aimé voir autre chose. Donc je me permets de le dire, c'est important. Ça vient pas... En interne, vous le ferez peut-être pas. Donc c'est de l'externe, des gens comme moi qui viennent parce que c'est flagrant. Et on a eu une décision d'interdire les gobelets en plastique. Et on a donné des mugs à nos étudiants pour qu'ils prennent l'eau dans des mugs et qu'ils ne consomment pas des gobelets en plastique. Voilà, donc évidemment, vous avez compris que je répète un peu de façon différente les mêmes choses pour que vous ayez ce soir un déclic. Ensuite, sur la notion du business plan. Je crois que les business plans, alors, c'est important de rêver à 10 ans, de se faire un plan à 10 ans. Je sais que moi, j'aime bien dire à tous nos collaborateurs, et même personnellement, il faut que vous ayez un plan à 10 ans, qu'est-ce que vous rêvez de faire ? Il faut le faire pour vous, il faut le faire pour votre travail, il faut le faire dans vos objectifs à long terme, etc. Même pour une organisation, c'est important. Et les business plans, lorsque vous faites un prêt à une banque, ou que systématiquement, on va vous demander votre plan à 3 ans ou à 5 ans. Alors là, quand vous êtes dirigeant, je peux vous dire, c'est au pif, on ne va pas leur dire aux banquiers. Mais vous prenez, vous dites, bon, on va leur dire 5% ou 6%, voilà, vous faites 6%, vous donnez 3 arguments. Ça ne se passe pas comme ça. De toute façon, vous savez que vous n'allez pas suivre votre plan. Vous savez que vous ferez plus, vous savez que vous ferez moins, ou que quelque chose va se passer. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que, parce que c'est dans notre culture, on va faire des plans à 3 à 5 ans, la réalité, elle est plus comme vivent aujourd'hui les entreprises, par exemple en Corée du Sud, qui sont des entreprises ultra performantes, qui ont des business plans à 1 an, ou en Israël aussi, qui ont des business plans à 1 ou 2 ans. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un business plan à 3 à 5 ans. Et regardez en Israël le dynamisme qu'on vit aujourd'hui, notamment aussi autour de l'artificial intelligence. Très vite, David, parce que c'est... ok. Alors, merci. Tu sais, quand j'avais... Mais je peux continuer, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Vous avez vu, j'y vais partie de dose. Après tu vois, quand j'avais préparé mes questions, j'avais mis David Sussman, quid de l'environnement. Et... Oui, tout le monde. Mais tu en parles sur le site de ton entreprise et on voit le réel souci de l'environnement. Et tu as raison de le souligner parce que l'humanisme, ce n'est pas uniquement la bienveillance vis-à-vis des autres humains, mais c'est aussi de notre planète dans l'ensemble. Absolument. Donc là, c'est nos 3 P. C'est les hommes, les animaux et la planète. Il faut que ça soit clair, quoi. C'est les hommes, les animaux, la planète. Quand vous savez que probablement 50% des espèces ont disparu, ça vous fait pas pleurer? Ça vous choque pas? Que vous allez jamais les connaître? 50%? Mais quand on sait, par exemple, que dans les océans, vous avez encore 9 espèces sur 10 à découvrir, je suis heureux de travailler dans cette industrie. Je veux dire, tout ce qui vient des océans est encore à découvrir. 9 espèces sur 10. Et 70% de la planète, ce sont les océans. Raison pour laquelle, évidemment, la transition est facile. Le plastique dans les océans. Nous avons créé Pur Océan. Alors nous, on a pris l'axe de financer des projets de recherche appliqués à travers la fondation que nous avons co-créée qui s'appelle Pur Océan. Fondation Pur Océan. Vous pouvez nous suivre avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Nous sommes très fiers parce que pour nous, c'est justement être humaniste. C'est s'occuper de autre chose qu'uniquement gagner de l'argent. Et en fait, on a donné du sens parce que, bien sûr qu'on veut gagner de l'argent. Pourquoi on veut gagner de l'argent? Certainement pas pour que je m'achète une 2e Tesla ou une 3e Rolex que je n'ai pas ou une 2e maison. On parlait de l'économie de partage. Moi, je n'ai pas de bateau à voile comme vous, messieurs. On partage nos bateaux aujourd'hui. Voilà, on partage nos véhicules. On est rentré dans un autre monde, un nouveau paradigme. Mais par contre, gagner de l'argent pour aller financer des fondations ou des projets de recherche appliqués qui peuvent sauver l'humanité, ça c'est chouette. Et ça fait du sens. Et ça me motive pour me lever le matin. Parce que uniquement se lever pour réussir, vendre plus de poissons et gagner de l'argent, c'est drôlement moins motivant quand même. Tout à fait. Alors je vais faire la transition sur la question du sens et la question des valeurs. Et les étudiants ont préparé une vidéo sur les valeurs du sport. Ils se sont interrogés ce que ça peut être un vecteur d'humanisme en entreprise. Je vous propose de regarder un extrait. En fait, il y a 2 extraits qui vont apparaître l'un après l'autre. Des propos généraux sur le sport et le management. Et la 2e partie sur le recrutement avec les valeurs du sport. On regarde. Le sport offre un terrain de jeu commun et un cadre universel de valeurs pour tous. Égalité, respect, équité, intégration. Ces valeurs stimulent l'apprentissage et sont complémentaires aux aptitudes cognitives.
Le manager peut donc tirer parti de ses valeurs humaines pour booster la performance de son entreprise, mais également utiliser le sport comme un outil de cohésion et de management. Le sport est vecteur de valeur et de motivation, et ça, les entreprises l'ont bien compris. Année après année, elle l'utilise pour construire des nouveaux modèles de management. Elle développe le sport en entreprise comme facteur de différenciation dans un monde de plus en plus concurrentiel. Nous pouvons donc nous demander en quoi le sport est un vecteur de communication et de management dans l'entreprise. Si on regarde un peu autour de nous, beaucoup d'entreprises s'inspirent du sport pour créer un management gagnant. Et cela passe d'abord par une très bonne communication en interne. Pour cela, les entraîneurs possèdent une aura presque innée car ce sont des anciens joueurs qui ont surmonté des difficultés pour devenir coach, un petit peu à l'image de salariés qui travaillent dur pour devenir manager ou encore leader. Pour réussir, les entraîneurs apprennent aussi à vivre avec leurs joueurs. Ils créent donc un véritable lien avec les membres de leur équipe. Au final, les valeurs du sport sont facilement transposables au monde de l'entreprise. Elles peuvent offrir une technique de motivation originale et innovante. Le management sportif peut également s'illustrer dans le processus de recrutement des entreprises. Entre hard skills et soft skills, les organisations vont désormais privilégier les soft skills du candidat par rapport à son expertise. Désormais, il y a un véritable questionnement sur l'utilité d'avoir des collaborateurs très compétents, mais qui ne savent pas travailler ensemble. Dans une start-up, au niveau du recrutement, j'utilise le sport de la manière suivante, c'est-à-dire que la manière dont je recrute est très similaire à la manière dont je choisirais des coéquipiers sur un terrain. C'est-à-dire que ce que je recherche avant des compétences, c'est des gros fondamentaux et beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens d'être les plus compétents dans leur domaine ou les plus forts ou les meilleurs diplômes. Par contre, on leur demande qu'ils aient la bonne attitude, un esprit d'équipe et l'envie de progresser. Et ça, c'est des choses, parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent pas. C'est des choses qui sont plutôt issues du caractère. Et c'est vraiment la différence entre un très bon joueur qui va être un Cristiano Ronaldo, qui va être un peu une diva et qui va venir s'entraîner une fois toutes les 2 semaines, et un mec qui est peut-être un jeune issu du centre de formation qui, lui, va venir tous les jours s'entraîner, progresser, se donner pour l'équipe. C'est vraiment cette différence-là. Et clairement, on préfère les gens qui ont cette attitude. Pour conclure, nos 3 interviewés nous ont permis d'en apprendre plus sur l'utilisation des valeurs sportives dans le monde qui nous entoure. Les valeurs sportives représentent un véritable atout dans le management d'une organisation. Elles peuvent être également utiles pour améliorer sensiblement la réputation d'une entreprise. Cependant, lorsqu'on mêle sport et communication, les enjeux peuvent être fréquents. Bad buzz, scandale financier ou encore enjeux politiques. Au final, posséder l'esprit sportif, c'est avoir la victoire humble, mais surtout la défaite honorable. Bon, c'est qu'un extrait, hein, la vidéo était vraiment chouette. Alors peut-être une question à Dominique pour commencer, à Florence après, parce que je reprends l'ordre de la vidéo. D'abord, ils ont parlé du sport comme outil de management et ensuite, ils ont abordé la question du sponsoring. Donc, à Dominique, tu pratiques les arts martiaux. Qu'est-ce que ça t'a inspiré de cette idée de manager avec les valeurs du sport ? Oui, merci Delphine, et super le reportage. Alors c'est vrai que moi, ma légitimité en tant qu'expert, c'est le sport, parce que je viens du monde du rugby et entre autres de la voile et des arts martiaux, et que c'est assez intéressant de voir que dans le management, les exemples du sport sont toujours présents. Dans beaucoup d'écoles de commerce, le fameux discours d'Aimé Jacquet, pour ceux qui se rappellent de la fameuse épopée de 1998 de l'équipe de France, c'est un discours la veille du match contre l'Afrique du Sud, qui est assez exceptionnel. On voit un Jacquet qui tout d'un coup, c'est un discours descendant, hein, va amener l'équipe à comprendre qu'ils vont vivre un truc extraordinaire, mais en s'occupant de chacune des personnes présentes dans l'équipe et en prenant une position qui m'a toujours bluffé. À un moment, il dit jamais vous m'entendrez critiquer cette personne ou cette autre personne parce que je suis incapable de faire cela. Et c'est très important pour nous en tant que dirigeants, leaders, futurs créateurs d'entreprise, le principe de l'humilité du coach qui à un moment ne peut pas juger intrinsèquement la compétence qu'il ne l'a pas. Et ça, c'est très riche. Et ça, c'est une expérience que dans le sport, nous découvrons beaucoup. De la même manière, dans le rugby, effectivement, c'est aussi, et après je viendrai sur les valeurs, c'est que dans le rugby, nous avons très bien compris qu'une gazelle, ce qu'on appelle un 3/4, on ne va pas le mettre devant pour attaquer le gros. Le gros, on le met devant, on met les premières, deuxièmes lignes. Maintenant, c'est vrai qu'on est tous des gros dans les premières, deuxièmes lignes, avec le nouveau rugby. Mais c'est évident que, de la même manière, je vous donne un exemple très concret.
Moi, j'ai une compétence énorme, c'est que je suis un guerrier hyper rapide. Et je suis quelqu'un qui te donner du sens à des gens. Mais je suis nul en Excel. Je suis nul. Pourtant, je suis dirigeant. Et en gestion, je suis une grosse tâche. En ce que j'appelle le contrôle de gestion. Or, je suis dirigeant. J'ai été dirigeant et je me souviens avoir été directeur pour un gros cabinet suisse qui me demandait de faire un mapping sur ma stratégie pour le Maghreb. Mapping, stratégie, trucs comme ça. Attends, j'ai dit ton truc, je le sens comme ça, c'est comme ça qu'on va le faire. Et donc éclater au comité de direction en disant mais bien sûr, c'est pas ton truc de faire ça. Il y a des gens très compétents dans la société pour faire un tableau Excel. Et en l'occurrence, un dirigeant ou un directeur ou un cadre n'est pas obligé de maîtriser Excel pour être un excellent cadre. Et donc on revient à ce que disait excellemment le reportage de ce recruteur, où je vais recruter des gens qui ont de la valeur. Et moi, juste pour conclure mon petit échange, j'aimerais vous poser une question à tous ici. Je crée une start-up là, d'accord? Et vous allez voir à quel point ça va se matcher avec vous. Bon, j'ai besoin de furieux, de guerriers, de guerrières pour aller à New York. On va à Manhattan. D'accord, on a 3 ans pour monter la boutique, on a un budget de 100 000 euros. M'appelez pas toutes les 5 minutes pour dire il manque 10 000 $ pour le cash, pour le foncier, vous démerdez. Soit vous dormez 3 heures par nuit, vous prenez tous les extenseurs de conscience qu'il faut pour tourner la route, mais dans 3 mois, je veux que cette boutique accouche. Je veux des guerriers et des guerrières. Vous êtes prêts? Deuxième destination, Düsseldorf. T'es prêt à partir, toi? Des furieux. Düsseldorf, je veux des magiciens. Quand on dit qu'on livre un client, mercredi à 16h, il est livré à 16h. Est-ce que c'est OK? On a des dress codes, on va parler de dress code tout à l'heure, il y a des EPI, il y a des vêtements de sécurité, il y a des process et des procédures. Je voudrais un reporting tous les matins à 9h lundi, est-ce que c'est clair? Je veux des garçons et des filles réglo. Vous avez 1 an pour monter la boutique à Düsseldorf. Ça vous va? Troisième destination, nous la capable les créoles, nous la cadencé, collé serré, en cabois anti-ponche, Guadeloupe. Je me fiche complètement qu'on réalise le projet à temps. Ce que je veux, c'est que les clients vous aiment. Et que vos partenaires vous aiment. Ce qui compte d'ailleurs pour être recruté, c'est votre réseau social, Facebook. À moins de 400, vous ne m'intéressez pas. Je veux que vous adoriez être liké et liké. Et là, on va faire un truc aux Antilles. On a 2 ans pour monter la boîte. D'accord? Parce que ce qui compte là-bas, ce n'est pas l'objet, c'est le lien pour créer l'objet. Et la 4e destination, uniquement pour les reines et les rois de l'IAE, j'étais absolument plus dessus, c'est le Sahara. Et là, c'est à partir du 3e thé que vous prendrez un verre. Que vous pourrez prendre la parole. Et parfois, les paroles que vous direz, dans 2 générations, ils s'en souviendront. Donc, parlez peu, parlez juste, parlez bien. Les valeurs de la cohésion de la famille sont essentielles pour moi. La justice aussi. Rapidement, les New-Yorkais, levez la main. Voilà, et il y en a 2, 3. Et là, je peux faire un recrutement différent, d'accord? Les Allemands, Düsseldorf, ceux qui sont... De toute façon, vous êtes comme ici, comme communication, ouais. Les Antillais, il y en a beaucoup parmi vous. Levez la main, les Antillais. Voilà. Et les Sahariens, les reines, les rois. Voilà. Alors, on peut avoir 2 destinations. Mais là, on est sur une approche casting où tout d'un coup, il y a du sens parce que je vais mettre fondamentalement l'énergie et les valeurs humaines au cœur de mon projet professionnel. Après, on verra les métiers. Voilà. Merci. Alors, Florence, tu permets que je te tutoie aussi. Est-ce que tu souhaites réagir sur le sponsoring? Le Crédit Agricole fait beaucoup de sponsoring sportif. Alors, ce n'est pas ton métier, toi, tu es au RH, mais bon, dans la société depuis un certain nombre d'années, tu as peut-être... En fait, nous, au niveau Alpes-Provence, on fait du sponsoring, mais on a fait le choix de ne pas faire le sponsoring du Vélodrome. J'ai rien contre le foot, hein. Mais on fait simplement du sponsoring de clubs de jeunes. Parce que ça, c'est nos valeurs, en fait. Donc nous, c'est toujours notre idée de solidarité, d'accompagnement du territoire. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. On n'est pas des bini oui-oui. Ça fait partie du rayonnement d'une entreprise commerciale. Mais nous, on préfère toucher les gens par les jeunes, par l'accompagnement des petits clubs, que de manière globale. Donc, du coup, effectivement, les abus, les scandales auxquels le film faisait référence, nous, on n'est pas confrontés à ça du tout. En revanche... Par contre, il y a un point qui m'intéressait particulièrement, c'est l'intégration par le sport. Ça, nous, c'est un choix qu'on a fait. Alors, on l'a ouvert cette année et je suis très fière de mes équipes qui ont travaillé là-dessus. C'est de se dire, voilà, on est dans une belle entreprise, on engage plutôt des jeunes voilà, de vos profils, des Bac plus 4, des Bac plus 5, somme toute, qui ont eu une vie assez confortable, assez facile, etc. Et puis, nous, on a la conviction
que les valeurs du sport, les valeurs de loyauté, d'engagement, voilà, de résilience aussi quelque part, de jeu collectif, elles sont importantes. Elles sont importantes, mais enfin moi je me cache pas derrière mon petit doigt. Elles sont importantes pour travailler, pour faire de la performance, parce que c'est quand même toujours ça derrière. Et donc comme on y croit, on se dit, il y a des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, voilà, qui ont eu des vies plus difficiles. Et on a décidé de travailler avec une association, une belle association qui s'appelle l'Appel, qui est de l'intégration par le sport. Et en fait, cette association, elle nous a aidé à sélectionner des jeunes qui ont eu des vies difficiles, mais qui ont montré dans le cadre d'une pratique sportive vraiment toutes ces valeurs. Et du coup, on a dit, OK, vous n'avez pas de diplôme. On a une jeune femme, elle a été dans la rue il y a 10 mois quand même. Hein. C'est ça. Mais voilà, elle est chouette, c'est une chouette jeune femme, quoi, en fait. Et c'est une footballeuse. Elle a sa chance. Voilà. Et donc, du coup, on a monté un programme d'apprentissage. Et donc, on les garde 18 mois avec nous. Et on les forme, on les encadre, on fait tout ce qu'il faut pour. Et on se dit, et dans 18 mois, le challenge, on en a 6. C'est petit, 6, mais c'est déjà ça. On en a 6. Le challenge, c'est de se dire, dans 6 mois, on va leur offrir un métier. Voilà. Alors, moi, je leur ai dit, n'attendez pas tout de nous, il faut que vous soyez acteurs. Mais ils sont capables, et ça fait le lien avec les valeurs du sport. Pour nous, c'est comme ça qu'on les a choisis. Et du coup, je compléterai, ils arrivent dans une entreprise comme la nôtre, c'est juste un autre monde, quoi. Je ne sais même pas si c'est Mars, c'est pire que ça, à mon avis. Et donc, du coup, on se dit, mais il faut quand même qu'on soit capable de bien les accompagner. Pour les amener face au mur, ça ne sert à rien. Donc, du coup, on a pris des tuteurs. Et on a choisi des tuteurs dans l'entreprise qui sont portés volontaires, qui eux aussi sont des sportifs. Et donc du coup, ils parlent le même langage. Alors moi, c'était fichu d'avance, ça c'est sûr, parce que je ne suis pas sportive. Mais du coup, voilà, on a choisi des tuteurs qui les accompagnent. Et ils me disent, c'est chouette, on va courir ensemble, on va faire du foot ensemble, on va faire du rugby ensemble, etc. Et voilà. Et ces jeunes, ils s'intègrent, ils avancent. Ils ont pu créer du lien dans l'entreprise. Ils créent du lien, et en plus, ils apportent quelque chose de plus au reste de l'équipe. Assez... bac plus 4, bac plus 5, qui se disent moi je râle beaucoup en fait. Ah ouais, mais eux là, ils n'ont pas la même vie et ils avancent. Et du coup, les 6 équipes où on les a mis, elles vont bien. Elles vont super bien et ça crée une espèce de solidarité, une ambiance, un dynamisme. Voilà, on a quelques mois de recul pour le moment. Mais c'est vraiment voilà. un exemple intéressant de l'utilisation du sport. Ouais, vraiment, ça nous apporte à tous quelque chose. Donc voilà, c'est une petite goutte d'eau, c'est le fameux colibri qui met sa goutte d'eau sur l'incendie, mais pour le coup, c'est une chouette expérience. Quoi. Alors il faut qu'on avance. David, tu m'en veux pas trop. Alors, je t'autorise 2 phrases. Non, tu me donnes 2 phrases, bien sûr. Non, je ne peux pas ne pas parler sport, qui sont au cœur de, évidemment, Sifoudia. Et donc nous faisons du ski, etc., etc. On a même fait une salle de sport dans les nouveaux locaux. On a payé la moitié en fait de la salle de sport d'en face à tous nos collaborateurs. On les incite à faire du sport le matin ou entre midi et 2. Aujourd'hui encore, on leur a donné une bonne nouvelle qui est qu'on les incite. Et c'est lié au sport, c'est lié au bien-être en fait. Parce que pourquoi on fait du sport ? C'est pour se sentir bien, c'est pour oublier. Moi, je crois que c'est le bien-être. Et aujourd'hui, on a rajouté une nouvelle notion qui est la sieste, ou la sieste rapide. Et donc, on a institutionnalisé la sieste entre 13h45 et 14h, la sieste flash de 10 minutes. Tu brises des tabous dans ton entreprise. Pardon ? Tu brises des tabous. Ouais. Et je leur ai même dit aujourd'hui que je voulais qu'ils se réunissent parce que je voudrais que celui qui a fait la sieste, en gros, on le paye. Au même titre que celui qui vient en vélo, on le paye. Parce que celui qui fait la sieste, ça n'a rien à voir, il sera beaucoup plus performant que celui qui n'a pas fait la sieste, d'accord ? Celui qui dort pas, alors on ne veut pas être trop intrusif, mais sur le principe, il faut faire la sieste, d'accord ? Il faut faire du sport. Donc nous, c'est le sport à fond. Alors personnellement, je suis passionné de sport, tous les sports, et donc on le pratique énormément. Voilà. Et pour revenir sur les valeurs, chez nous, c'est la première chose qu'on a fait, et c'est ce qui a été fait dans l'entreprise du bonheur, c'est ce que j'ai appris, puisque je vois parler des valeurs. Je crois que toutes les valeurs sont bonnes, mais l'important, c'est qu'elles soient faites dans toutes les organisations et qu'elles soient co-construites, qu'elles ne viennent pas du dirigeant. Nous, quand on a fait les valeurs, on avait défini une quarantaine de mots-clés, et là, j'avais participé. Ensuite, je suis sorti de la salle. Quand je suis revenu, on avait 8 valeurs.
Et c'est de rester dans le marbre, pour toujours et à jamais. Et j'étais d'accord avec ces 8 valeurs. Ce n'était pas moi qui les avais faites, ces 8 valeurs. Et ça, c'est important. Donc les valeurs, j'adore cette notion de valeur, j'adore cette notion de sport, et cette vidéo, je l'adore aussi. Donc si vous me permettez de la voir et de la retweeter. Je t'attendais sur les prochaines. Hein, donc, alors il faut qu'on enchaîne. Je vous propose qu'on regarde des extraits de la vidéo qui porte sur les femmes. Le titre de la vidéo m'échappe. En France, en 2013, le salaire moyen des femmes est inférieur de 25% à celui des hommes. Il est vrai que certains facteurs expliquent cet écart, mais même à poste, à compétences et à temps de travail égal, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Elles représentent un tiers des cadres et sont représentées à 11,5% dans les comités exécutifs. Est-ce une question d'études alors ? En France, chez les 30-34 ans, 49% des femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur, contre 38% des hommes. Elles sont plus nombreuses à être en CDD et à occuper des postes non qualifiés. Il est aussi 1,7 fois plus probable qu'elles soient payées au SMIC. De plus, Jacqueline Laufer, sociologue française, définit le plafond de verre comme étant l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles. Waouh, pas rassurant tout ça. Mais que veulent réellement dire ces chiffres ? Que cache-t-il quand sont les raisons, les origines ? J'ai besoin d'un avis professionnel. Je vais à la rencontre de Vanessa Di Paola, une économiste travaillant sur ce sujet. Les hommes gagnent à peu près 23% de plus que les femmes. Ça peut être lié à des mécanismes qui sont liés au temps de travail. Les femmes sont beaucoup plus à temps partiel, à ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Les femmes sont davantage dans certains secteurs d'activité dits non marchands. On arrive à un écart entre les femmes et les hommes qui est de l'ordre de 9%. Et donc ces 9%, c'est ce qui reste quand on a éliminé tout ce qui explique les écarts. Et donc si elle est inexpliquée, eh bien, les économistes s'entendent pour dire qu'il s'agit très probablement de mécanismes de discrimination. Alors il y a beaucoup d'études qui traitent du lien entre le taux de féminisation des organisations et la performance économique de l'entreprise. Il semblerait que quand on atteint une certaine masse critique de femmes à des postes à responsabilité dans les organisations, on observe que ces organisations-là sont aussi des organisations qui ont fait des meilleures performances économiques que les autres. Alors, le risque de ce type d'argument, c'est qu'on est en train de légitimer le fait d'accroître l'accès des femmes aux postes à responsabilité par un argument qui est celui de la complémentarité. Une entreprise dans une période de mauvaise conjoncture économique, une entreprise qui aurait beaucoup de femmes, aurait alors moins pris de risques et du coup aurait une meilleure performance. C'est en tant qu'égales que les femmes doivent accéder aux postes à responsabilité dans leurs entreprises et non pas en tant que complémentaires des hommes. Mais si le management il est bienveillant à l'égard des femmes dans ces organisations, il est très probablement tout autant à l'égard des hommes et il est très certainement bienveillant en général. Et peut-être que c'est davantage une forme de management de ce type-là qui est favorable et qui permet à ces entreprises d'être plus performantes. Et la vidéo se conclut par faire évoluer les choses avec les hommes et non pas contre eux. Alors je m'adresse assez logiquement à toi, Florence, en tant que femme, mais c'est intéressant aussi d'entendre les hommes sur cette question. En fait, on ne fonctionne pas pareil. Alors moi, j'ai fille, garçon en plus à la maison, donc on ne fonctionne pas pareil, ça je vous confirme. On ne fonctionne pas pareil. Il y a... je ne sais plus lequel de vous deux tout à l'heure disait faire pipi plus loin. Ouais, quand même, les garçons, voilà, oui, ils font pipi plus loin. Oui, je ne sais pas, un des deux, en tout cas, ils vont se battre. Voilà, ça c'est normal aussi. La femme... voilà, donc... Bon, alors ça c'est un truc des hommes aussi, c'est qu'ils coupent la parole. Hein ? Voilà, il faut le savoir. Voilà, alors vous allez voir, en fait, il y a une façon d'arrêter qui coupe la parole, c'est de continuer à parler assez calmement, sans crier, parce qu'au bout d'un moment, quand même, il y a l'éducation qui revient, puis hop, ça se calme. Mais tout ça pour dire, oui, que... Alors du coup, j'en ai perdu mon idée, mais en fait, oui, les femmes dans une entreprise, il y a quand même une écoute qui apporte quelque chose de différent. Je ne dis pas de plus, je dis juste quelque chose de différent, une façon de travailler un peu différente, et que moi, je crois dans la diversité, je crois dans la complémentarité, et je crois que c'est la richesse
de notre société, de nos entreprises, de nos familles. Enfin, voilà, c'est un tout. Il n'y a pas de raison que ça soit différent au travail. On est différent, on ne fonctionne pas, on n'a pas la même façon de parler. Voilà, la femme est sans doute souvent, pas toujours, un peu plus discrète, etc. C'est pas grave. Ça n'empêche pas d'avancer dans des carrières, ça n'empêche pas de faire différemment. Souvent, ça permet de convaincre. Alors tout à l'heure, c'était, alors je disais, c'est Olivier, c'est ça qui devait venir, hein. Le Berquier. Il parlait, je fais le lien, le management en rond. Je vais faire, après je laisse la parole quand même, je vais faire une référence à mon ancien métier de patron d'audit. Alors, les auditeurs sont des inspecteurs. En général, c'est un peu cow-boy. Moi, j'ai pris la suite d'un homme. Alors, sans doute parce que c'était une autre époque, un autre caractère, etc. Mais c'était, j'arrive, je contrôle, je dis ce qui ne va pas et je dis ce qu'il faut faire. Ouais, bah ça ne marche pas comme ça, hein. Et du coup, moi, ma façon, quand j'ai pris mes fonctions, alors on m'a reproché d'être trop souriante au départ. Ça aussi, on m'a dit, non, ce job pour vous, c'est pas terrible, vous êtes une femme et vous êtes trop souriante. Mais c'est pas grave, ça marche bien aussi quand même. On peut dire plein de choses en souriant. Et du coup, moi, j'ai considéré que l'audit, l'inspection, c'était surtout de trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est quoi? C'est écouter les gens qui savent. Parce qu'un auditeur qui arrive, il va auditer des gens qui ont 15 ans de métier. Et nous, on a 6 semaines de dossier derrière nous. On ne sait pas, en fait. Donc, c'est quoi la solution? C'est d'écouter les gens qu'on va rencontrer. C'est d'essayer de les comprendre. C'est de créer le lien avec eux. Pour ensemble constater qu'il y a des trucs qui sont super et puis des trucs, on pourrait améliorer. Et puis de travailler et d'écouter, travailler avec les personnes pour leur dire peut-être qu'on pourrait faire différemment aussi et de co-construire. Et ça fait le lien avec ce que disait donc l'autre intervenant, Olivier, qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi du management ou de la coopération, quelque chose de rond, une entreprise ronde. C'est de pouvoir communiquer, c'est pouvoir se comprendre, c'est pouvoir s'écouter. Et ça marche pas mal, on trouve pas mal de solutions. Et les femmes, mesdames, elles ont quand même cette qualité d'écoute. Mais les hommes aussi. Merci pour ce témoignage. Alors, très très rapidement, ces messieurs, Dominique, oui, David. Très court, et on va passer la main à David, parce que toi aussi, tu travailles beaucoup avec les femmes dans ton entreprise. Françoise Bonal est le CEO du groupe BDDP, qui est un grand groupe de publicité que vous connaissez, qui a beaucoup travaillé sur le fait que les gens aujourd'hui achètent différemment. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Bicorp, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il y a un phénomène très important dans cette entreprise d'humanisme, c'est le principe de la réalliance. Le principe de la réalliance, ça représente aujourd'hui 15% des organisations qui ont compris enfin que recruter que des gens en école de commerce, c'était pas nécessairement efficace. À chaque poste, et qu'un autodidacte avec un homme de 62 ans, un étudiant aussi brillant que vous avec un autodidacte, ça fait un superbe couple de travail. Un chrétien et un musulman pour débattre de théologie, de spiritualité, c'est formidable. On parle de réalliance aussi donc entre hommes et femmes. Il ne s'agit pas de sexe masculin, sexe féminin, mais de bien féminin et masculin. Aujourd'hui, dans le management humaniste, nous ne pouvons plus concevoir le management entre l'angulaire masculin, c'est-à-dire celui qui décide, qui engage un peu comme tu l'as dit, avec ce rond féminin qui va permettre de créer le collectif, de respecter les valeurs et d'engager le groupe dans l'action. Et c'est ce mouvement dans lequel l'entreprise humaniste est actuellement. Nous sommes, vous et vous, les premiers acteurs sur ce management-là, à reconstruire avec hommes et femmes. David. Bon, moi c'est un débat... alors j'ai pas du tout l'impression que ce soit un souci dans mon organisation. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'on traite les hommes et les femmes de la même façon. Mais c'est vrai que parfois les femmes sont moins disponibles. Donc quand on les fait voyager au bout du monde, elles sont parfois moins disponibles. Donc elles prennent pas certains postes. D'un autre côté, elles en ont d'autres. Chez nous, il y a à peu près 60% de femmes. Mais je retiens un mot, c'est la discrimination. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas être femme qui pose un souci dans les grandes organisations. C'est plutôt s'appeler Mei-Ling, Heng ou je ne sais quoi venir de Chine, est-ce qu'on la prend ou pas? C'est plutôt s'appeler Mohamed ou Mouloud, est-ce qu'il rentre ou pas et est-ce qu'il a un poste? Et c'est la couleur de peau d'une personne, c'est la discrimination. C'est plus pour moi le paramètre homme-femme, ça c'est terminé. Alors chez nous, je l'ai dit un peu plus tôt, on parle 14 langues et justement on croit beaucoup nous à cet effet de synergie 1 + 1 + 1 + 1.
Et j'ai pas du tout l'impression chez nous qu'on manage en fonction des hommes et des femmes. Mais par contre, les vieilles organisations, je suis d'accord, c'est peut-être comme ça. Mais il y a énormément de filles et de femmes dans la salle, et c'est à vous que je m'adresse là. Mais ça, c'est le monde du passé. Surtout, n'y pensez plus. Vous avancez, vous vous lâchez. Si vous devez dire je m'en bats les couilles, dites-le. Enfin, faut vivre votre aventure. Ça, vous pouvez réussir. Il n'y a rien qui doit vous empêcher d'avancer et de réussir et de prendre les plus beaux postes. J'ai rencontré une personne extraordinaire. Elle s'appelle Virginie. C'est la patronne de Raseo. Prenez exemple sur elle, par exemple. Il y a plein de femmes qui réussissent brillamment dans les organisations, notamment dans la mienne. Et Florence, tu en es un bel exemple. Donc, on peut en parler, mais on pourrait avoir ici quelqu'un qui s'appelle, je répète, Mohamed ou je ne sais pas quoi, qui nous parlerait de la même discrimination, et ce serait exactement le même débat. Pour moi, qui est quand même un vieux débat. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau monde, il est plus basé là-dessus. Et il tient vraiment à la performance. Tu es d'accord avec moi? C'est un faux débat. Je crois que vous devez aller de l'avant, quoi qu'il arrive, homme ou femme, et vous allez cartonner. C'est tout. Bon, c'est une opinion que tu exprimes. Moi, je ne souhaite pas qu'on ouvre le débat parce que l'heure avance, on a encore deux vidéos à voir. Et tu ouvres le débat sur la question des discriminations au sens large. Hein, voilà. Mais en tant que femme, les chiffres qui sont montrés dans la vidéo sont quand même... les chiffres sont éloquents, absolument. C'est des faits. Donc changez les chiffres. Ce n'est pas des perceptions. Voilà, vous êtes là pour changer le monde, vous êtes là pour changer les chiffres. Donc vous allez envoyer du lourd, on compte sur vous. Elles vont le faire. C'est important quand même. Ce que dit David est très important. Il y a, les statistiques le montrent, les entreprises actuellement ont plutôt ce propos. Il y a 4 entreprises sur 10 en France qui sont absolument dans une logique RSE, j'allais dire, sur la problématique de la discrimination. Donc rassurons-nous, et ce sont des entreprises qui sont développement durable et qui sont sur les nouvelles valeurs humanistes. Il y a du progrès, mais être rassuré, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'être complètement. Et je crois que la bagarre ne cesse. Il y a encore des luttes à mener. Allez travailler au Crédit Agricole ou chez Sifoudia, voilà. Et si vous sentez que les entreprises fonctionnent comme ça, bah justement, vous allez une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. Le phénomène MeToo, c'est génial. Donc inventons un nouveau phénomène, lancez-le. Alors, je fais la transition avec la question de la digitalisation, hein, parce que MeToo, ça a pu apparaître justement par ces réseaux sociaux. Donc, on a une vidéo sur la digitalisation du recrutement. Où est l'humain? À quoi sert une vidéo différée? À identifier certaines compétences. Si vous avez vraiment la compétence, ça vient immédiatement, ça vient automatiquement. S'il y a besoin de prendre beaucoup de recul avant de pouvoir établir sa réponse, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous faites couramment. Donc ce n'est pas une compétence que vous avez vraiment développée. Des questions restent en suspens quant à ce mode de recrutement. Comment s'appliquer humainement quand on est face à un ordinateur? L'ère du recrutement 2.0 est-elle finalement accessible à tous? La digitalisation n'est pas encore au cœur du recrutement. On en est à peine au début. C'était la pensée du moment sur le démarrage de la digitalisation dans le recrutement. Trouver un stage n'est pas toujours facile, loin de là. Mais malgré le volume de candidatures, Thibaut obtient un entretien en vidéo différé. Bien qu'il pense avoir donné une bonne impression. Ne pas avoir de recruteur en face de lui l'a mis mal à l'aise. Mais alors, pourquoi des entreprises mettent-elles en place cette méthode? Alors pour situer dans le contexte ces extraits de vidéos, comme je vous l'ai dit, on travaille sans filet, donc je ne suis pas sûre que c'était dans l'ordre, hein, mais les étudiants qui l'ont réalisé se sont interrogés. Le point de départ, c'était la vidéo différée, c'est-à-dire cette technique qui consiste à s'enregistrer, d'être seul face à la caméra de son PC et de répondre à des questions, de voir le temps qui défile et de se voir en image. Donc ça crée un stress auquel ils ne sont pas habitués pour le moment. Ils ont fait une enquête, 92,5% des étudiants de l'IAE ont, lors de recherche d'emploi, été confrontés à des formes de recrutement digitalisé.
Voilà, et petit clin d'œil à Marc Lowe qui est ici présent. Merci d'avoir répondu aux étudiants, d'avoir participé à la vidéo et d'être avec nous ce soir. Alors, sur la question de la digitalisation du recrutement, David, je comptais sur toi pour nous parler de tes pratiques de recrutement. Tu penses que le digital, est-ce que comme Marc, tu penses que c'est à peine le démarrage, et pour le meilleur ou pour le pire? Je suis un optimiste de nature, donc c'est pour le meilleur. Alors là, ça m'a fait penser à Harari, vous savez, les 21 leçons, le livre d'Harari, donc pour Noël, 21 leçons, c'est bien, c'est celui qui a écrit Homo sapiens. Et il parle énormément du monde digital. En fait, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et tout ce qui est déjà enregistré, on sait déjà tout de vous. Facebook, Google, Microsoft, etc. On sait tout de vous. Ils vous connaissent mieux que vous. Et en fait, le but quand même pour les organisations, c'est vrai, c'est de cerner vos personnalités, d'avoir la bonne personne au bon endroit. Donc les organisations, elles vont quand même être prêtes à vous épier. Elles vont envoyer des robots, elles vont aller sur les réseaux sociaux, elles vont aller sur Internet et elles vont trouver énormément d'informations comme vous. Comme le disait d'ailleurs tout à l'heure mon ami Jacques, qui me parlait d'intelligence économique sur Seafoodia et qui me disait, au fait, j'ai une étude, tu ne la connais pas, sur Seafoodia, des étudiants ont planché 24 heures sur toi, tu ne le sais pas, il y avait énormément de données. En fait, c'est le parallèle vous concernant et c'est le même. Donc nous, on a commencé à utiliser des robots pour en savoir le plus possible sur vous, pour gagner du temps, soit avant l'entretien, pendant l'entretien, après l'entretien. C'est déjà le cas. Et vous parlez d'une organisation qui a une centaine de collaborateurs. Alors vous imaginez les grosses organisations, ce qu'on peut imaginer qu'elles vont faire aujourd'hui. Le digital, c'est déjà énorme, mais ça va être une boule de neige et ça ne va pas s'arrêter. Donc faites attention à ce que vous mettez, évidemment, sur les réseaux sociaux ou tout ce que vous pouvez mettre sur Internet. Pour information, par exemple, on utilise aussi des nouvelles techniques. Je vais parler des tests. Juste une parenthèse, pour prendre mes rendez-vous, désormais, on a une assistante virtuelle avec de l'artificial intelligence, ça s'appelle Julie Desk. Pour ceux qui ne connaissent pas, juliedesk.com, jetez un œil. Donc en plus de votre assistante aujourd'hui, qui vous gère entièrement votre agenda, vos mails, ce genre de choses. Donc les robots sont présents. La chance que vous avez ici, c'est que vous êtes nettement plus intelligent qu'un robot, parce qu'un robot, il ne sait pas faire un nœud de cravate, il ne sait pas faire encore des œufs au plat, il ne sait pas assister à une conférence, donc croyez-moi, vous avez encore le temps. Par contre, tout ce qui pourra être automatisé le sera. Alors chez nous, par exemple, désormais, si vous voulez travailler avec nous, il faudra faire une vidéo. C'est vrai qu'il faudra faire une vidéo, désormais, 30 secondes, ça stresse, mais ça permet de voir les gens qui, comme ce soir, sont capables de parler en public, où vous en êtes ou pas. Et lorsque vous viendrez chez Seafoodia, alors il faut passer le barrage, en effet, d'écrire proprement, il faut s'assurer de ne pas faire de fautes. La moindre faute d'orthographe, deux fautes d'orthographe, vous serez systématiquement éliminé. Lorsque vous viendrez chez Seafoodia, par exemple, c'est vrai que vous passerez des tests. Alors nous, on fait des tests, vous devez écrire une lettre de motivation, vous devez passer des tests en anglais pour voir votre niveau, voilà, votre niveau de langue. Vous allez aussi faire des tests de logique et vous allez faire des tests de mathématiques, où vous ferez grosso modo les couples produits, et donc vous allez convertir des yens avec des euros, avec différentes monnaies. Vous allez faire ces tests. En fonction du résultat, on va ensuite le pondérer par rapport à l'entretien. Donc on va se rajouter des critères que vous avez pu avoir, où là, vous allez être noté sur votre comportement, sur votre capacité à transmettre, alors entre guillemets, l'agnac. Est-ce que vous l'aviez, votre passion? Est-ce que vous avez un rêve particulier? Est-ce que vous pouvez éventuellement travailler en équipe ou pas? Et est-ce que vous avez un projet? Donc tout ça, on va le mettre en œuvre. Et à ce niveau-là, on ne l'a pas encore digitalisé. Ensuite, on vérifiera systématiquement vos diplômes. Parce que pour information, vous savez qu'il y a grosso modo, on va dire, on estime 20% à 25% des CV qu'on reçoit qui sont faux, avec de faux diplômes. C'est un classique, dire non pas j'ai le niveau, mais j'ai obtenu tel diplôme ou autre. Donc il y a différentes méthodes, des sites internet, de recherche et autres, pour en savoir plus sur les collaborateurs. Donc tout ça pour dire que je pense que ce monde digital est réel et sérieux, va être de plus en plus utilisé. J'étais à une conférence à Versailles il y a 2 semaines, et en fait, avec des gens spécialisés sur le HH et qui m'ont montré toutes les techniques aujourd'hui pour recruter des collaborateurs. Alors, particulièrement ceux qui sont le plus en demande aujourd'hui, qui sont les informaticiens. Parce que pour faire de l'artificial intelligence ou du digital ou de la blockchain, etc., on a besoin d'informaticiens. On est très très short
dans le monde aujourd'hui en informaticien, donc ils sont tous très demandés. Et leur technique, en fait, c'est de les demander sur les réseaux sociaux à partir de 4 h du matin. Donc ils se lèvent à 4 h du matin pour envoyer sur les réseaux sociaux, pour être les premiers aujourd'hui à contacter des gens susceptibles de chercher un emploi, pour les contacter tôt, etc. Donc c'est des machines de guerre qui sont mises en œuvre au niveau des départements HH. Alors chez nous, moi j'appelle ça HH parce que j'appelle ça Human Happiness. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'appeler ça ressources humaines. Hein. Donc c'est dans ce type de département. Et donc c'est fondamental. Vous allez le vivre de plus en plus. Vous ne pourrez plus de toute façon passer sans tous ces robots, ces questionnaires. Vous serez épiés, vous allez faire des tests qui regarderont vos yeux. Voilà. Moi je suis certain que c'est comme ça. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, écoute. On verra. Florence, peut-être. Vous êtes bien meilleur que les robots, donc il ne faut pas le craindre. Sans être optimiste, hein, mais Florence, tu es DRH, peut-être tu souhaites nous dire un mot assez rapide sur la digitalisation. Est-ce qu'on est moins humain quand on digitalise ? Est-ce qu'on est moins humain quand on digitalise ? La première chose que je dirais, c'est comme David, de toute façon, voilà, on n'a pas le choix. Je commencerai par une autre question. Pourquoi est-ce qu'on digitalise, nous, en tant qu'entreprise ? Alors, on est sûrement moins avancé, tu vois, que toi. Hein, on commence, mais on digitalise. Pourquoi ? Pour gagner du temps, tout simplement. Je recrute 140 CDI, environ 400 CDD par an, et je reçois 5500 CV. Donc, voilà, pour gagner du temps. On essaye de donner, plus importants, voilà, on essaye de donner une image un peu aussi, transformation digitale, etc. Est-ce qu'on est moins humain ? Je ne crois pas. De toute façon, le recrutement, c'est stressant. Le recrutement, c'est de la sélection. Donc il va bien falloir y passer, d'une manière ou d'une autre. Donc nous, comment on procède aujourd'hui ? On reçoit d'abord les CV, après on envoie un lien, et puis on fait de la vidéo différée avec des questions. C'est vrai que c'est un peu moins interactif que de vous avoir au téléphone. Là, du coup, on arrive à faire passer quelque chose avec la voix. C'est vrai que le jeune peut être, ou le candidat, un peu figé devant son écran. Bon, c'est une sélection, c'est une forme de sélection. Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est sans doute aussi un petit peu déjà le monde de l'apparence. Vaut mieux avoir bonne mine que mauvaise mine. Ouais. Mais ça a un avantage certain, il y en a d'autres un peu moins, et puis par la vidéo, on peut faire passer d'autres choses, du dynamisme, une personnalité différente, etc. Et de toute façon, ça ne pénalise pas l'humain, parce qu'au bout du compte, on rencontre les gens. Donc la différence, elle se fait au bout du compte quand on se parle, quand on se voit, et on sait très bien que quand on recrute, et là Marc Lowe le dirait, hein, le recrutement rend humble, parce qu'on peut se tromper, mais en général, dans les 3-4 premières minutes, on a déjà une bonne idée de la personne. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On vit dans cette société dans cette société digitale. Il est important, au bout du compte, on se verra. Au bout du compte, on se parlera. Parce que comme disait David, ce genre de réunion, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se sente, qu'on se renifle. Le recrutement, c'est ça aussi. Donc, en tout cas, on fera tout pour garder de l'humain. C'est juste un outil supplémentaire, le digital. Dominique, tu souhaitais nous dire un mot rapide. 3 remarques. Dans les pays émergents, le middle management, c'est 25-35 ans. Je travaille dans des pays où on est sur du turnover à plus de 50% sur de l'entreprise internationale, c'est à CAC 40, à 18 mois. La question du turnover, c'est 71%, c'est Employtique, entre autres un gros cabinet qui fait du recrutement digital, m'expliquait que pour 71% des jeunes qui démissionnaient dans ces entreprises-là, c'était parce qu'ils ont eu un conflit avec leur N+1. Qu'est-ce que c'est un conflit avec N+1 ? C'est Caro va me chercher un café, viens dans mon bureau, il faut que je te parle. C'est ça, un conflit. Autrement dit, pour revenir sur le management humaniste, c'est pas tant le problème du recrutement, c'est la capacité à vous à choisir des entreprises qui sont capables de vous accueillir avec votre nouvelle vision du monde. Et c'est pour ça qu'on assiste à des dramatiques turnovers dans les grandes organisations. En tout cas, dans les pays émergents, c'est terrible. La deuxième remarque que je veux faire, et pour m'apercevoir en tant que cabinet de recrutement, c'est que moi, je fonctionne de plus en plus en recrutement tribal. Qu'est-ce que c'est, le recrutement tribal ? D'abord, on passe par de la cooptation, et je demande à des gens qui ont bien fonctionné en entreprise de m'envoyer des copains et des copines à eux. Et puis, la troisième chose qui est très importante, je me tourne aussi parce qu'il y a des professionnels, ce qui est fondamental dans les recrutements, et là, on réduit la marge d'erreur, c'est le psychoprofil. Alors,
pour conclure et pour donner l'exemple et pour faire la boucle avec ce qui a été dit, comment tu t'appelles? Le bel homme barbu. Ouais, ça c'est un super profil de market commerce pour moi. Et c'est un gars que je vais tout de suite caster pour ce type-là. Je n'ai pas besoin de savoir quelles sont ses compétences, et c'est un leader. Pour les rois et les reines qui ont un côté antillais, c'est-à-dire les salariés antillais, levez la main, que je vous revoie un peu. Voilà. Là, ça sent le... Ouais, mais il y en a plein, mais ils sont timides. Des profils RH. De toute façon, tous ceux qui ne lèvent pas la main, on va arrêter. Non, mais Laura, elle est déjà recrutée. Laura, c'est un super team builder, c'est un management d'équipe avec du rond, du féminin grave, RH, Human Happiness, mais avec en plus un vrai leadership. Et c'est très facile de vous repérer uniquement par le profil. Et je crois que c'est ça. Düsseldorf, c'est les contrôleurs de gestion, c'est ça? Alors les Allemands, c'est plutôt support, ouais, finance. Ok. Alors on continue. Et tu me mets où? Parce que moi j'ai fait du risque, de la finance, du commercial et de la RH. Alors on arrive à la dernière vidéo qui portait sur un sujet qui préoccupe beaucoup les jeunes gens et les jeunes femmes ici présents. C'est la question du dress code du manager. La manière dont vous vous habillez a-t-elle un impact sur votre attitude en tant que leader? Enfin, pensez-vous que ce dress code ajoute quelque chose à votre manière d'agir, de prendre des décisions? Vous me posez la question le jour où j'ai pas mis la cravate. C'est pas gentil. Sur ma façon de prendre des décisions, absolument pas. D'accord ? Les décisions sont prises de façon très objective, tant que faire se peut. Donc, quelle que soit la façon dont je suis habillé, je prendrai les mêmes décisions. Celles qui doivent être prises. En revanche, dans certaines entreprises, on a effectivement des dress codes. Il y a des entreprises où il est inimaginable de ne pas porter de cravate, ou des secteurs d'activité. Et puis à côté de ça, vous avez des grands patrons, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, qui effectivement, bien qu'à la tête de très grandes entreprises, ne portent pas de cravate. Ne portaient pas pour Steve Jobs. Et quel conseil vestimentaire donneriez-vous à un jeune manager aujourd'hui? Un jeune manager, comme n'importe quel collaborateur, de s'adapter complètement à l'entreprise qu'il a. Je viens te voir parce que j'ai un problème. J'attaque mon premier poste de leader dans 3 jours et gros problème, aucune idée de comment m'habiller pour son premier jour. L'habit, il faut savoir le porter selon ses envies. Et il faut qu'il soit aussi le reflet de ta personnalité. Donc pour moi et pour ce nouveau poste, il n'y a rien de véritablement établi. Alors je te dis ça, mais je peux aussi pondérer mes propos. Je les pondère par le fait que quand j'ai commencé à travailler, comme toi, on parle du siècle passé, hein, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, le costume avait toute son importance. Je travaillais dans le milieu de la finance, cabinet d'audit, et à ce titre, par signe de déférence auprès de notre clientèle, on était dans l'obligation de porter ce costume. Un costume qu'au fil des années, j'ai de moins en moins subi, mais plutôt je l'ai porté par envie, parce que c'était plus mon bâton, c'était plus ce qui me servait pour rentrer dans un personnage. J'ai pu, par ma personnalité, m'afficher et devenir réellement ce que j'étais, mais au début, c'est vrai que c'était mon soutien, ma béquille. Ce qui va être le plus important, c'est quand même ce que tu veux passer comme message, ce que tu es au fond. Et le costume t'apportera qu'un petit plus. Voilà, donc voilà les extraits de la vidéo sur le dress code. Elle posait plein de questions intéressantes sur la légitimité, sur les sources d'autorité, sur la liberté d'être soi, sur le stéréotype, les préjugés. Qu'est-ce qui vous inspire dans toutes ces questions? David, j'ai vu que tu as pris des notes, peut-être tu souhaites... Oui, tu as noté que j'ai pris des notes toute la soirée. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, moi je pense que d'abord c'est vrai qu'on rentre depuis quelques années dans un nouveau monde aussi où on s'habille différemment. Typiquement il y a 10 ans, je serais ici avec ma cravate, peut-être une chemise blanche, toi aussi, tu serais peut-être pas arrivé avec ton style berbère qui arrive du Sahara, tu vois. Mais d'un autre côté, tu as été clair. Moi-même, lorsque je viens en général ici, je porte mon t-shirt rouge, et ce depuis pas très longtemps, donc c'est plutôt le Steve Jobs, vous voyez le t-shirt, si tu peux le montrer, c'est super, merci. Donc c'est là, Valérie, qu'il fallait prendre la photo, tu vois. Donc voilà, donc c'est le Together for the Planet, on prend la photo, d'accord? C'est là.
Voilà, on met la scène. Merci, c'est pour les réseaux sociaux. Voilà. Non mais là, on a l'air ridicule. Et on est passé de donc, mais voilà, Together for the Planet. Donc l'idée en fait, c'est merci. C'est vrai que c'est une mise en scène. Moi, je porte en général ce t-shirt rouge avec des tennis vertes pour dire que c'est urgent par rapport à mon discours au niveau de l'environnement, et un t-shirt rouge parce qu'il est urgent d'agir. Et je porte en même temps donc la marque qui est la nôtre. Mais vous avez noté, aujourd'hui, les hommes sont en général désormais, ils sont barbus, ils ont des tennis. Si vous voyez tous les jeunes start-upers qui sont un peu plus jeunes que nous on est les quadra plus, hein, on rapproche des 50. Mais les 25-35 ans, c'est terminé. Ils sont tous en tennis, ils ont des t-shirts, voilà. Et ils sont eux-mêmes, et c'est ça qui compte. Donc, chez Seafoodia, mais c'est une règle que j'ai mis en place il y a 20 ans, et je souhaite qu'elle évolue d'ailleurs. En général, du lundi au jeudi, c'est plutôt dress up, et le vendredi, c'est dress down. Dress down le vendredi, donc on se lâche, tennis, on met ce qu'on veut, le t-shirt, on porte le t-shirt personnel, etc. Et c'est plutôt amusant. Et du lundi au jeudi, c'est plutôt dress up. Mais enfin, j'ai pas vu de cravate dans l'entreprise depuis des années. Par contre, à l'extérieur, on a une très jolie cravate d'ailleurs, Seafoodia, avec notre petit, en fait, il s'agit d'un cœur, hein, c'est pas une pince de crabe. Donc c'est notre cœur qu'on retrouve sur la cravate et autres, qu'ils ont le choix ou pas de porter. Nos seafood lovers, parce que d'ailleurs on les appelle pas des collaborateurs, moi j'aime bien, on s'appelle les seafood lovers. Mais je pense que désormais, on portait peu de jeans du lundi au jeudi. C'est terminé, aujourd'hui ils s'habillent comme ils veulent, ils mettent plutôt des jolis jeans, ils s'habillent plutôt correctement, puisqu'ils savent qu'on a des visiteurs. Donc c'est une question de respect. Après, les gens qui viennent désormais au bureau, je vois les banquiers et les hauts dirigeants, la plupart désormais sont plutôt cool, portent peu de vestes. C'est assez rare de voir quelqu'un comme vous, monsieur, cher monsieur. Voilà, c'est plutôt rare. Et ce sera de plus en plus rare, je crois, dans la nouvelle génération. Alors moi, ça me fait penser à mes arrière-grands-parents aussi. Bah, écoutez, vous savez, ils marchaient avec des parapluies. C'est la même histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question en fait de culture, d'us et coutumes. Et là, il y a eu une accélération. Et évidemment, ça vient d'Amérique. Désormais, on va avoir de plus en plus tennis et autres. Et je crois qu'il ne faut absolument pas, bien au contraire, leur en tenir rigueur. Un autre fait saillant chez nous, c'est le phénomène du casque. D'accord? Et là, des oreillettes. Auparavant, nous, ça aurait été impensable de voir un collaborateur porter une oreillette ou un casque. Désormais, ils ont tous une oreillette ou un casque, ils écoutent de la musique. Et pourquoi pas? C'est pas ça le plus important. S'ils peuvent avoir une oreillette, que ça les rend heureux et que le travail est réalisé, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Le temps de travail a évolué. C'est-à-dire qu'avant, ça aurait été je travaille de 9h à 18h, je fais une pause d'1 heure, c'est fini. Aujourd'hui, nous, on leur dit, mais si vous voulez aller sur Facebook perso, appeler, prendre un rendez-vous personnel, aller chez le médecin, etc., prenez le temps nécessaire à vos contraintes personnelles, vous rattraperez avant ou après. Parce qu'avec la digitalisation, et de toute façon, nous sommes tous connectés, ils travaillent quasiment tout le temps. Nos cadres travaillent quasiment tout le temps. On a beau leur dire, et moi je leur dis, ne répondez pas la nuit. Parce que sinon, certains répondraient la nuit. Donc je pense que même le temps de travail a évolué. La déconnexion. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, j'ai des collaborateurs qui travaillent le week-end, qui travaillent le samedi, voilà, qui sont passionnés, qui sont impliqués. Donc on ne peut pas tout contrôler dans une organisation. Mais voilà, on est rentré dans ce nouveau temps de travail, dans cette nouvelle façon digitale de travailler. Et c'est complètement nouveau. Donc le message que je peux vous passer, c'est surtout, soyez vous-même. Ne rentrez pas le moins possible dans un stéréotype. Mais soyez vous-même, ce qui vous convient et ce qui vous ressemble, qui de toute façon, on est tous influencés par la mode, nos collègues, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc il y a ces fameux phénomènes de mode. C'est pas par hasard si d'un coup tout le monde porte des tennis, une barbe et un t-shirt, quoi. Quelque part, c'est les mêmes qui, il y a 25 ans, ont porté le costume, cravate et chaussures en cuir, etc. Florence, dans la banque, est-ce qu'il y a un dress code? Marc-Claude disait qu'il faut s'adapter. Alors, est-ce qu'on peut venir en jean basket dans la banque ou c'est différent? Et surtout, qu'est-ce qui est attendu de la part des managers? S'il y a des attentes, est-ce qu'ils ont la liberté d'être eux-mêmes comme chez Seafoodia? J'allais dire, ça dépend quand.
ça dépend quand. Je vais commencer un peu provoque, mais le dress code, bien sûr qu'il existe. Il suffit de nous regarder tous les trois. Alors moi, j'ai fait attention aujourd'hui, justement, en disant je m'habille en banquier. Mais parce que je savais qu'il y aurait la question. Mais si on se regarde, si je fais un peu provoque, il faut juste savoir que nous, il y a 1h30, on ne se connaissait pas. Respect, excusez mon impertinence, mais là, on a le start-upper, hein, costume. Là, on a le baroudeur intellectuel. Et moi, je suis le banquier. Non, mais c'est quand même ça, un petit peu. Donc, bien sûr... Mais bien sûr qu'il y a un dress code, il ne faut pas se leurrer, bien sûr qu'il existe. Après, ça vous empêche pas de vivre avec votre personnalité. Simplement, c'est quand. Si vous passez un entretien de recrutement, en tout cas dans mon monde, par respect pour la personne que vous allez voir, il faut se conformer à ses attentes, à ses attendus. On recrute plus facilement, ça c'est humain, les gens qui nous ressemblent, déjà. Donc, déjà, forcément, vous allez venir chez moi, je vais m'attendre à ce que vous soyez correctement vêtu, correctement rasé, correctement pas peinturluré de partout, etc. Bien sûr, mais ça, c'est le recrutement, c'est normal. Donc, on s'y conforme tous. Quand on a des occasions particulières, moi, dans mon monde, je sais que si aujourd'hui, vous veniez voir un banquier, donc je me suis habillée en banquier, je ne suis pas comme ça tout le temps, hein, quand je vais à des réunions, etc., bien sûr que je vais m'habiller dans ce type de vêtements. Si je suis avec mon équipe, que je suis crevée, que je sais qu'on va faire que du travail entre nous, ben, je vais être beaucoup plus décontractée. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis capable de m'adapter à mon activité, aux personnes que je vais rencontrer. Et puis après, il y a un temps aussi, c'est qu'au début, vous êtes tous quand même assez jeunes, vous allez vous chercher un peu, vous allez un petit peu chercher votre assurance, etc. Donc, quand on a le costume qui correspond, alors que ça soit celui de Dominique, de David ou le mien, ça va vous donner un petit peu d'assurance, de vous dire que vous êtes en cohérence avec votre interlocuteur. Puis au fur et à mesure des mois ou des années, vous allez être beaucoup plus sûr de vous et vous allez même jouer un petit peu la provoque. Moi, des fois, j'arrive avec des lunettes de couleur, habillée complètement différemment. Il y a 8 jours de ça, j'étais au conseil d'administration de l'IAE, pas du tout habillée comme ça, mais parce que je sais que je peux me le permettre, parce que j'ai suffisamment d'assurance aujourd'hui pour assumer ma différence et que c'est même ça qui va peut-être aussi contribuer peut-être à me sortir du lot, à me faire remarquer. Il faut en jouer de ce dress code. Il faut savoir quand l'utiliser. Ça veut dire que quand on est peu expérimenté, il ne faut pas prendre trop de risques? Oui. Oui, moi j'ai pas de doute là-dessus. Quand on est peu expérimenté, n'allez pas chercher les ennuis. Facilitez-vous la vie. Il y a un dress code universel. Il y a un dress code qui marche partout dans le monde. Quand vous cherchez à créer le lien avec un humain, le dress code parfait, c'est la posture. Respirez, inspirez doucement, portez le regard, regardez les gens en face. Mais la posture surtout, droit, présent. Hein. Dans le sud, les gens font « Salam alaikum ». Ils sont habillés, qu'importe. Je ne vois plus le vêtement. Salam alaikum, et l'autre répond wa alaikum salam, et la distance est créée, le lien est créé, et je vais créer un instant de puissance, et je me fiche complètement qu'ils soient en djellaba, ou en jean, ou en costume. À ce moment-là, je vais créer probablement un business avec lui, dans la seule présence. Ça, c'est une clé. Et puis le regard, surtout. Ça, c'est un dress code formidable. Ça sera peut-être le mot de la fin, un joli mot de la fin. Le regard entre les humains. Donc ces applaudissements sincères étaient très certainement pour nos 3 intervenants. Je voudrais juste vous garder 1 minute encore pour remercier les étudiants qui ont participé, qui ont organisé ces tables rondes. Laura Mouissé qui est là, Valérie Gasquet. Je vous suggère de faire des applaudissements collectifs. Donc Valérie Gasquet, Clara Méchin, Laura Johnson, Magali Veltz et Norman Gervais.